Alors, ok. Je le rappelle une dernière fois pour ceux qui nous rejoignent. Merci déjà, bonne année à tous et merci d'être là. On va se refaire tout ici Japon Corp depuis le début. La première vidéo Pas date... aujourd'hui quand même, parce que sinon ça va faire un peu Ça long, va être un peu long. La première vidéo date du 23 janvier 2021. Donc on entame notre 5e année. C'est le premier jour de la 5e année, la vidéo qui va sortir ce soir. Donc on a des centaines de vidéos à regarder si on le fait chronologiquement. Et on va vous donner les insights, tout ce qu'on ne pouvait pas vous dire à l'époque, et puis la rétrospective de comment on a évolué en 4 ans, etc. On va revoir des anciennes têtes. Il y a y forcément des choses qu'on a oubliées aussi, je pense. Après, on avait fait ça énormément. J'ai jamais re-regardé de vidéos, je pense, à part de temps en temps quand on cherche une scène, tu sais. Mais sinon, j'ai jamais regardé de vidéos, je crois, à l'ancienne. Des vidéos, ça me dit rien du tout. Donc on va réagir à tout ça. Vous allez réagir avec nous, ça va être, je pense, assez intéressant. En tout cas, je l'espère. Vous allez pouvoir nous poser des questions. On va faire ça au minimum tous les lundis, mais des fois aussi les jeudis, je pense, avec d'autres membres de l'équipe. On va tourner un petit peu. Et aujourd'hui, on attaque avec l'épisode numéro 1 qui s'appelle Ici Japon, une succession d'échecs. Déjà, le petit goût pour les titres un peu... Ça a commencé dès la première vidéo, tu vois. Et bah du coup on va démarrer, je pense. Ouais. Très bientôt. On va mettre les petits casques. Bah c'est vrai qu'il faut un casque, sinon on n'aura pas de son. C'est pas con. Allez, c'est parti. Ah, attends. Hop. Si tu veux mettre pause et réagir à quelque chose, hein, tu connais, c'est la... C'est la barre d'espace. C'est la touche la plus longue du clavier. Très bien. Allez, c'est parti. 3, 2, 1. Attends. Bah non, on fait un premier test, non? Faut que tu changes de scène. Oui, c'est ça. Excuse-moi. T'as pas sur le... non. deck encore? Ça c'est vraiment pas, c'est pour la matinale. Ok. C'est parti. Ouais, c'est parti. Vous nous dites si question déjà si le son ça marche bien. Stop. Alors, est-ce que ça marche question son? Bah, y a personne qui nous répond, c'est parfait. Bon bah, on entend pas de son. Pas de son. Voilà, tu vois. Négatif. Ok. Musique de mets déjà play. Comme ça, ils verront si le son hip-hop. Non, effectivement, ça marche. Ça ne module pas. Propriété, forcément, ça marche pas. On expédie tout de suite, on stocke le moins possible et après bon, on va se remettre au début. Normalement c'est bon. Vous avez entendu quelque chose normalement? Non mais vas-y, remets. C'est bon, on nous dit. C'est bon, mais est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est suffisamment bon, genre? Pour trouver une solution pour gagner quelques mètres cubes, quoi. J'ai envie de réagir. Oui, c'est bon. Ok, on repart. Donc alors attention, première vidéo, là je viens de voir l'intro et je me rappelle, on avait dit on fait un truc en mode réunion, comme les réunions qu'on fait entre nous, etc. C'était un peu stage, sauf que c'était un peu pour la vidéo qu'on avait mis en place, sauf que c'est vraiment un truc qu'on avait fait juste avant, qu'on a refait, ou je me rappelle plus, mais bref, c'était vraiment comme ça que ça se passait, et après ça se lance. La référence à Haribo, ah oui, le truc qui tourne, putain, vas-y. Allez, on remet à 0. On se remet à 0-0 27 minutes 29 de plaisir. Vas-y, oui, on se remet à 0. Ok, allez, c'est parti. Le truc, c'est que tant qu'on sait pas si on peut racheter le terrain à côté, on va pas aller louer des locaux ailleurs. On l'a déjà fait en plus il y a 2 ans. Enfin, c'était pas assez galère, c'est pas une solution. Ça nous fait faire des allers-retours en camion, ça nous coûte de l'argent. Il faut qu'on ait tout sur place en fait. Et donc là, à part attendre, il n'y a pas trop de solutions. Ce qu'on peut faire, c'est tout ce qui est condition box. Dès que c'est prêt, on met dans le camion et on expédie tout de suite. On stocke le moins possible. Et après, il faut encore trouver une solution pour gagner quelques mètres cubes, quoi. Donc le premier problème, c'est un problème de place. Bonjour et bienvenue dans la Gachan Box. Voici la pièce de la Gachan Box. Bah, la Gachan Box, c'est quoi? C'est des gâchapons. Voilà. Et tous les mois, on doit choisir 6 séries pour vous envoyer des gâchapons avec ce petit carton. Donc moi, mon travail, c'est déjà de choisir les gâchapons. Ce qu'il faut que je fasse en premier, c'est déjà d'ouvrir ce truc. Une fois que j'ai choisi une série, donc là, c'est les petits bateaux. On va laisser J'en prends un. Ici, j'ai un truc pour peser. On est sur 15 grammes, donc 15 grammes, c'est parfait. Faut que je choisisse encore 5 séries. Je sais pas trop ce que je vais mettre dedans. Ah! Mettre ça là.
Des petits trucs Hello Kitty. Hop, 13 grammes, parfait. Ça c'est quoi ça? Ah, ça c'est bien ça. Ça c'est des animaux qui prient. Et vu qu'on est en janvier, bah pourquoi pas. Ah, c'est ce qu'ils donnent dans les izakaya. C'est un menu, mais à la japonaise. Donc là, on est déjà à 4 séries, hein. On a quoi là? Ah là, c'est du Pokémon. Ah, peut-être faire du Pokémon pour la dernière. Ah oui, c'est aussi la dernière Gacha Box que je prépare. Malheureusement, l'aventure s'arrête. La Gacha Box, c'est un abonnement mensuel. Putain, il y avait déjà le ton ici Japon un petit Corp. Il y avait déjà le ton ici Japon Corp dès le premier épisode. Je me rappelais pas que c'était aussi déjà aussi marrant avec le petit montage de Massa, etc. Il n'y a pas eu énormément de changements, je trouve, d'un point de vue. Alors, Gachapon Box, c'était... Gacha Box, c'était une mauvaise idée. J'aimais bien le concept. C'était une idée, mais qui n'a pas fonctionné. Déjà, vous avez vu le nombre de paquets Candy-san. Oui. Candy-san Box, t'as vu, on avait un camion plein qui était en train de partir avec l'entrepôt plein. L'entrepôt là où il y a Tokyo actuellement, et c'est rempli de cartons. Notre plus gros problème à l'époque, c'est qu'on n'avait pas de place. On vendait trop. Il y avait trop de trucs qui arrivaient, de bonbons, de machins qu'on devait entasser. Et on n'avait pas assez de place. On devait faire à la chaîne, envoyer les camions. Les gens, je pense que vous ne vous rendez pas forcément compte, parce que je ne sais pas si on a beaucoup montré en vidéo, mais bon, si ça doit apparaître après, je pense, mais à l'époque, même pour circuler dans les locaux, c'était compliqué, parce qu'il y avait des cartons vraiment partout. Dans les couloirs et tout, c'était horrible. Pour aller au deuxième étage, dans les bureaux, quoi, c'était juste, fallait se contorsionner pour passer, quoi. Ouais, pourtant on a 400 mètres carrés et tout, entre les bureaux et tout, c'est énorme. Et depuis cette période-là, on a fait plein d'autres trucs et tout. Il n'y a rien qu'à jamais. Alors peut-être Tous Imparfaits, quand on vend des trucs sur Tous Imparfaits qu'on vend beaucoup, je pense que Rudy, ça débite, c'est pareil, c'est des cartons qui partent. Mais ici au Japon, même quand on fait une grosse journée sur Tokyo Loot, Tokyo Cards ou n'importe quoi, jamais on a revu autant de cartons que ça, que depuis qu'on a fermé Candy-san. Vous vous rendez pas compte, mais c'est monstrueux de pouvoir vendre autant, c'était trop bien. Non, puis le type de produit aussi, c'est pas du tout le même entre des t-shirts ou des... Non, mais je veux dire en termes de volume, en termes de nombre de commandes et tout, c'est un business qui tourne autant. C'était fou, quoi. Ça marchait trop bien. Et du coup, ce qu'on a voulu faire, donc Candy-san, vous vous rappelez, les friandises japonaises, on avait deux bâtiments, un bâtiment pour Candy-san, et là, ce qu'on a vu là, c'était juste Candy-san Box. Oui. C'était juste la moitié de ce qu'on expédiait, parce que les deux étaient à peu près équivalents. Je crois qu'on expédiait même encore plus sur Candy-san que Candy-san Box. Donc vraiment, on avait deux bâtiments pleins à craquer comme ça, de paquets et de machins. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Candy-san Box, c'était des box mensuelles qu'on envoyait, on choisissait des produits et on vous envoyait en fonction de la saison, en fonction des nouveautés. Ouais, tous les mois. Ouais. Tous les mois, une quinzaine de produits. Enfin, j'avais changé au début, c'était une vingtaine, je crois, peut-être. Ça avait changé plusieurs fois parce que les frais de port changeaient, les trucs comme ça. Plus un gachapon. Plus un gachapon dans le cadeau, enfin plus un cadeau. Parce que des fois c'était un truc, des fois on offrait des petits objets en porcelaine, il y a plein de trucs typiquement japonais, des EMA, des trucs comme ça. T'avais fait des concours aussi, je crois. On avait fait plein de trucs, ça a duré 10 ans quand on y C'est vrai, c'est vrai. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a essayé d'autres modèles et tout, parce que ça marchait bien. Et un modèle qu'on a essayé, c'était de vendre des gachapon, parce que les gachapon, c'était un des trucs qu'on vendait le plus au bout d'un moment sur Candy-san. On avait des rangées, là vous en avez vu un peu, mais on avait des pièces, des racks de gachapon partout. On avait un étage de gachapon là à côté de mon bureau, là où on travaillait. On avait des centaines de sortes de gachapon, des sacs et des machins. On en vendait plein, ça marchait trop bien les gachapon. Et du coup, on s'est dit... faisons une boîte spéciale gachapon où on en met 5 dedans. C'est ce qu'il était en train d'essayer de faire, Tristan, tu vois. Et le problème, c'était qu'on ne voulait pas vendre ça cher. Parce que 5 ou 6 gachapon, tu peux pas le vendre cher. Et nous, sur un gachapon, il faut savoir qu'on gagne très peu d'argent. Un gachapon qu'on va vendre 200 yens, c'est-à-dire 1,20 €, on l'achète en gros à peu près 140-150 yens. Tu vois, on va gagner 30 centimes sur un gachapon. Donc même sur 5 gachapon, techniquement, tu gagnes 1,50 €. C'est pas beaucoup. Non. Et là, comme on les vendait en gros, on essayait de faire un prix attractif et tout. Donc on était vraiment au gramme près sur les boîtes. C'est pour ça que Tristan, tu les vois peser à 15 grammes et tout. Parce que si on dépassait de 1 gramme quand il y en a la tranche de prix supérieure, ça nous coûtait 100 yens de plus sur une box. Ouais. Et 100 yens, c'est à peu près le bénéfice. Enfin, tu vois. D'ailleurs, petite question sur les... Parce que du coup, moi, je travaillais pas sur Gacha Box. Enfin, sur ça, je travaillais pas sur ça. C'était quand même à l'équilibre ou c'était dans le négatif du coup? On nous demande si on peut décaler ce screen un peu, tant qu'à faire, autant le faire. Décaler ce screen ça nous, ouais. Tu veux nous mettre où ça... Je sais pas, un tout petit peu plus en haut, c'est ça? Attends.
pense que sur un iPhone en grand ou un truc comme ça doit couper. On fait les setups en live, on va y arriver. Non, setcam. Ah, attends, c'est lock, c'est ça? Vas-y, ouais, exactement. Donc là, Alors, on est si sur je du mets 30 pixels, 30 pixels. Dites-nous. C'est mieux comme ça? Mieux. Je peux encore le bouger, hein, vous me dites. Décale-le un tout petit peu sur la gauche pour qu'on ait une symétrie entre les deux bords. Ouais, je pense que ça va être bon. Vas-y. Je relock le truc et c'est parti. Voilà. Sur un truc comme ça, on n'était pas un chouille encore. Vraiment. Un peu plus haut. Un peu Bon, plus. encore un peu plus haut. Vas-y, j'arrive maintenant qu'on sait faire. Allez. N'hésitez Allez. pas à nous dire, hein, c'est vraiment le premier live, c'est les tests. Ouais, pas mal là. Vas-y. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, avec plaisir. Ouais, non, en fait, les produits comme ça, mais même la Candy Sandbox, on en vendait plusieurs milliers par mois. En dessous d'un certain seuil, c'est pas du tout rentable. C'est Ouais. vraiment le fait qu'on en vende C'est la beaucoup que ce quantité, soit hein. rentable. C'est la quantité, ouais. Parce qu'en fait, même sur Candy San, on n'a jamais fait de grosse marge. Le but, c'était de vendre des bonbons au prix combini, j'appelle ça. Mais c'est le prix conseillé. Oui. Donc c'est un peu plus cher en général que ce qu'il y a dans les supermarchés, mais c'est le prix conseillé par le vendeur. C'est le prix qu'ils vendent dans les combini, où on était à une marge de des fois 10% plus cher, des fois un peu moins cher en fonction de ce qu'on trouvait. Et du coup, même sur Candy San, on n'a jamais fait des marges énormes, mais on en vendait tellement. Et même sur un bonbon où tu vas gagner 30 centimes, 40 centimes, un truc comme ça, si les gens en achètent 50, au bout d'un moment, ça te fait quand même 10-20 euros par paquet, tu vois. Et par contre, sur les Gacha Box, vraiment on gagnait pas beaucoup d'argent. C'est pour ça qu'on l'a arrêté au bout d'1 an. Parce que c'est tellement de gens, tu vois, on les faisait à la chaîne, etc. On va le voir dans l'épisode. Et au final, je pense qu'on gagnait rien en fait. On gagnait zéro. Je pense pas qu'on perdait de l'argent. Mais si on en gagnait, c'était 1 euro symbolique. Quoi, tu vois. Bah, surtout vu toute tu peut-être en parler ou pas, j'en sais rien, mais la masse salariale derrière, pour faire tous les paquets, tout ça. Bah, on va le voir un peu. Ouais. Et je crois qu'on en vendait pas beaucoup. Je crois que c'était, je sais plus, c'était 300 ou 500 abonnés réguliers Ouais. qu'on avait. Donc c'est pas énorme, tu vois. Plus l'investissement, j'ai Tristan qui devait chercher toujours des nouveautés. Tout Ouais, ça. Enfin, c'est ça. Après, on pouvait le faire aussi parce qu'on en vendait sur Candy San et du coup, on prenait pour les deux en même temps, etc. C'est vrai. Ça nous permet d'acheter plus de quantité aussi et de voir si ça marchait, si ça se vendait moins bien sur Candy San. Des fois, on pouvait repasser un peu sur Candy Sandbox. Il y avait aussi ça qui jouait, mais c'était pas un très bon business model. Donc, vas-y, on va continuer. Mais c'était là, c'est pour ça qu'on l'a arrêté après 1 an, je crois. Mais on va entendre tes explications. Ouais. Tu portes plus du tout les mêmes casquettes. Hein. Voilà. C'est clair. Il faut que tu te remettes sur l'écran. Au lit avec des gâchapons. Les gâchapons, c'est en anglais, on appelle ça capsules toy. C'est des petites capsules qu'on trouve dans les distributeurs japonais. C'est très 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 populaire ici au Japon. Dedans, il y a ça par exemple, je l'ai eu dans un gâchapon. Ça peut être des porte-clés, n'importe quel. Des fois c'est utile, des fois par exemple. Ce petit support pour clé USB. C'est quelque chose que j'ai eu dans un gâchapon. Sur Candy San, il se trouve qu'on en vend vraiment pas mal. Est-ce que vous voyez tous ces casiers derrière moi et puis la majorité des cartons à côté? C'est du stock de gâchapon. Tous ces casiers là derrière moi, voilà. C'est pareil, c'est aussi du stock de gâchapon, c'est pour Candy San et on en a encore. Tout ça là, hop, c'est du gâchapon aussi. Et là c'est pareil, c'est la pièce que Tristan est en train de ranger là, c'est que des gâchapons. Vous voyez que juste pour un article, pour un truc qui est si petit, la place que ça prend, c'est incroyable. Imaginez la place que prend les Kit Kat. L'idée c'était de répondre à une demande à ceux qui commandent régulièrement des gâchapons, de leur dire chaque mois vous recevez 6 gâchapons surprises, vraiment très variés, et aussi une petite friandise en cadeau. C'est quelque chose qu'on a fait parce qu'on a la Candy Sandbox qui est un peu le contraire, c'est-à-dire que chaque mois on reçoit des friandises plus un cadeau, souvent un gâchapon, et là on a fait l'opposé. Quand on l'a commencé, c'était déjà pendant la pandémie, il y avait déjà des problèmes avec la poste, enfin les frais postaux avaient déjà beaucoup augmenté. On s'est dit, on va le lancer, le but pour nous c'est toujours d'être le moins cher possible, donc on va le lancer à un prix vraiment pas cher. Et au début, tant qu'il y a des problèmes avec la poste, on ne gagnera pas d'argent dessus. Et puis après, plus tard, quand ça ira mieux, on se fera quelques euros par boîte. Putain, c'est vrai qu'il y a ça aussi, c'est ça en fait. Putain, en parlant, je m'en reviens, mais on était dans une période où la poste avait tellement augmenté que même sur Candy San, Candy Sandbox, etc., au lieu d'augmenter les prix, je crois qu'on avait un tout petit peu augmenté les prix, mais à peine. Et on gagnait tellement moins d'argent
Mais on s'est dit, c'est pas grave, on va tanker pendant quelques mois, le temps que ça dure. Le temps que ça revienne à la normale. Et quand les prix vont revenir à la normale, bah là, on va refaire la marche qu'on faisait avant et tout va bien aller en fait. Donc c'est vrai que c'était un projet qu'on avait lancé en se disant, dans le futur, quand les prix de la poste vont revenir à la normale, on va gagner de l'argent. Sauf qu'au bout d'un an, ils sont jamais revenus à la normale. Et même au contraire, la poste a carrément arrêté de... Ils se sont dit, bon, bah, on livre plus, quoi. Et je crois qu'ils ont recommencé, mais je sais pas si... Bah, ils ont recommencé, mais pas pour les entreprises. Ils ont recommencé pour les particuliers. Donc, la poste s'est arrêtée. Donc après, on a dû passer par DHL et tout. Et c'est là que c'était un peu le downfall de Candysan. Parce que déjà, c'était beaucoup plus cher. Et en plus, DHL, il y avait trop de problèmes à la douane. Ils nous arrêtaient peut-être 10% de nos paquets, etc. Ça revenait, c'était détruit, c'était un enfer. Tu sais que moi, quand je suis arrivé dans l'entreprise, une des premières choses dont on a parlé, c'est que tu m'as dit, Candysan, on se prend toujours des coups. On arrive à remonter. Puis à chaque fois, on se reprend un nouveau coup derrière. Et chaque fois, ah, mais c'était l'histoire de Candysan. Ça, Candysan, les premières années, ça a été super bien. Et après, chaque année, ou un truc comme ça, il y avait un truc totalement inattendu qui nous arrivait, qu'on ne pouvait pas maîtriser, genre la Chine, quand on voit trop de paquets, ça nous pénalise, nous, alors qu'on est au Japon. Enfin, il y a eu ces problèmes, machin. Il y a eu tout le temps des problèmes. Au début, je me suis dit, peut-être qu'il abuse, peut-être qu'il exagère un peu et tout. Et après, à chaque fois, je voyais, qu'il y avait des... genre, littéralement 2 semaines après, t'as les serveurs qui brûlent, je crois, dans la vidéo. Si tôt que ça. Ouais, assez tôt. Donc, il y avait que des problèmes, mais c'est partout dans toutes les entreprises qu'on a faites. Je ne comprends pas. J'ai pas l'impression que ça touche autant les autres. Mais là, on va en parler déjà demain dans une nouvelle vidéo ici Japon Corp qui va sortir. Il y a tout le temps des problèmes qui arrivent d'à droite, à gauche. Tu penses tu fais tout le mieux possible et tu as toujours des trucs que tu maîtrises pas qui arrivent, qui viennent te... On serait millionnaire si Candysan, il n'y avait jamais eu de problème. Avec les quantités qu'on vendait, etc. À chaque fois qu'on commence à gagner de l'argent, boum, ça se cassait la gueule. Des fois, on perdait des centaines de milliers d'euros comme ça, donc tout ce qu'on avait gagné. Et on remontait, machin, et boum, ça se recassait la gueule à cause d'un truc. C'est hyper frustrant. Donc on a cette chance d'avoir quand même eu un business florissant qui nous a permis de faire d'autres trucs à côté. Heureusement qu'on a été intelligent pour réinvestir. Mais j'avoue qu'il n'y aurait que Candysan, ça aurait été... si Candysan avait continué, puis là, avec la puissance qu'on a sur YouTube et tout, qu'on n'avait pas il y a 4 ans, on n'avait pas autant d'abonnés et tout, ce serait un malheur. Mais en plus, on commençait à vendre à l'étranger. Bref, ça nous a... Mais bon, c'est aussi un mal pour un bien, parce que ça nous a permis de faire plein d'autres projets. Et du coup, si on regarde le côté positif, on n'aurait pas eu la marque de vêtements, on n'aurait pas eu le projet e-sport, du musée, de tout ce qu'on fait à côté. Donc en fait, on a fait tellement plus de trucs à côté que, en fait, moi je trouve d'un point de vue vie et expérience, c'est beaucoup mieux, quoi. C'est comme ça, enfin là ça fait 6 mois, 7 mois qu'on l'a lancé, je sais pas, et la situation se régule pas, donc je vais pas dire qu'on perd de l'argent dessus, mais on gagne pas d'argent, on fait pas toujours des projets spécialement pour gagner de l'argent. Là typiquement c'était vraiment pour faire plaisir à des gens qui étaient demandeurs de gachapon. C'est un petit projet oui, on espérait quand même gagner de l'argent. Et au final, on se rend compte que même si c'est une petite activité, ça nous prend quand même pas mal de temps et aussi pas mal de place. Ça nous occupe une pièce dans nos locaux. Une petite pièce, mais une pièce quand même qui pourrait nous aider à développer d'autres projets parce qu'on se bat tout le temps. Cette pièce qui était d'abord destinée à être une chambre d'hôtel, après qui a été du stock pour Candysan, après qui a été un débarras, après qui est devenu cette pièce-là, Gachapon, mais je crois qu'il y a eu quelque chose d'autre entre-temps. Après qui a été retransformé, qu'est-ce qu'on en a fait après? Tout imparfait. Tout ça imparfait. Non, il y a eu débarras d'abord, redébarras. Non, stock, non, stock pour Candysan, c'est ce qu'on était en train de faire, je pense. Et après du débarras, après tout ça imparfait, maintenant pièce d'airsoft. Elle en a vu cette petite pièce. Le temps contre la place, en fait, c'est ça le problème. Maintenant, c'est une pièce loisir. Un des plus gros problèmes en fait, quand on fait de la vente, c'est qu'il faut stocker tout. Je l'ai fait une fois. C'est pas possible de stocker autant de gachapon pour tous les mois, on faisait une activité pas rentable et pour un petit projet, quoi. C'est mieux rentabilisé si on stocke autre chose à la place. La Gachanbox, c'est un projet qui s'arrête, mais je vois pas ça non plus comme un échec. Disons que c'est un semi-échec parce qu'on arrête, mais elle a été vachement bien reçue. Les commentaires des gens qui l'ont acheté ont été vachement bien. C'était pas cher, on était efficace, sympa. De ce côté-là, il n'y a eu aucun problème. Malgré le fait qu'on n'en ait pas parlé, il y a quand même eu pas mal d'abonnés. Enfin, en tout cas, les gens ne se désabonnaient pas. Je pense que si on avait communiqué dessus, ça aurait pu faire quelque chose d'assez populaire. Mais effectivement, comme on arrête, moi je suis bon pour un sentiment d'échec aussi. Même si c'est un truc assez facile à mettre en route, c'est quand même plusieurs semaines de travail. Mais bon, là, on a besoin de temps aussi. On a trop de trucs à faire. Surtout Tristan qui s'occupe de la Gachanbox. Après, si on veut relancer la Gachanbox un jour, c'est juste 3 clics de souris et c'est reparti. Donc ça va, c'est pas. Du coup, on apprend. On voit aussi les gens ce qu'ils aiment pas, leur retour, etc. Donc c'est pas du temps perdu non plus. Dis-moi où est-ce que je commence? Fais une petite présentation. L'ancien fond de Squeezie. Ça va faire 3 ans et quelques que je suis au Japon.
Et j'ai commencé à travailler à ICI Japon en début 2018. Je suis venu au Japon parce que j'ai un ami à moi qui m'a proposé de venir apprendre le japonais dans une école de japonais. Il avait donc tout pour moi, j'avais plus qu'à venir et j'avais un appartement, j'avais l'école et j'avais un pote. J'ai passé 3 mois, c'était super. Offert, du coup, et au bout de ces 3 mois, je me suis dit que j'allais continuer. Pas pour continuer, il fallait que je trouve un travail. Et au même moment, Benoît avait fait une vidéo ici au Japon. À chaque fois qu'il parlait, le médaillon, avait fait une vidéo pour dire qu'il recrutait. À la base, j'allais aider mon ami à rejoindre l'entreprise. Et je me suis dit que j'allais tenter ma chance aussi. Et donc, j'ai préparé un CV. Et d'ailleurs, mon CV, c'était une Tristan Box. Voilà. Oui, c'est vrai. Tristan, c'est très original la façon dont il est venu se présenter. Il est venu m'apporter un CV dans une espèce de Candysan Box. Enfin, c'était genre un petit carton avec des bonbons que je n'ai pas mangé parce que je ne connaissais pas la personne à l'époque. C'est très bizarre en vrai. C'est des crémages. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le fond vert. T'as vu ta casquette? C'est de l'air conditionné. Ah oui, c'est des trucs de... Je suis désolé, mais vous allez avoir de l'air conditionné à la place des Pokémon, c'est quand même plus drôle. Hop là. Tous ces gâchapons, c'est moi qui les ai choisis parce qu'ils étaient rigolos, intéressants, enfin... Moi j'aime bien surprendre. Maintenant que la Gachan Box est prête, on va partir en bas et on va la préparer. Tu vois, c'est vraiment Tristan qui donne tout le mood de la vidéo. Moi je suis en mode sérieux et tout. Mais je crois que ça je l'ai découvert après en vrai. Je pense. Alors ces gâchapons qui sont là, j'en profite. C'est pour la Candysan Box de mars. Voilà. Ah non, c'est la... voilà. Donc voici l'endroit où nous préparons la Gachan Box. Alors on prépare pas que la Gachan Box. C'est déjà accepté ça aussi. La Candysan Box. Ouais. Ah ça en fait des box hein. Ici nous préparons la Candysan Box et la Gachan Box. Donc là vous pouvez voir la préparation de la Candysan Box de février. Ça passe bien en vidéo. Là vous pouvez voir ce qui va être envoyé pour février. Donc c'est pas une édition Saint-Valentin mais presque. Donc moi là mon travail c'est de tout préparer pour moins que foutu, quand en plus. l'équipe arrive, elle est bien qu'à faire. Vous savez ce que c'est ça? Il a eu des périodes. Les capotes de doigts. Le petit sticker de la Gachan Box. Oui, alors la mauvaise nouvelle, si c'est vrai. Ça. Ouais, je les ai presque. C'est qu'il en reste pas beaucoup. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'en cache à chaque fois un petit peu. Alors j'ai 26 ans, j'ai un bachelor en motion design et j'aime. Il est le même anniversaire que toi. J'aime les Gundam. Pas la même année. Les Gundam. Voilà. C'est ton passe-temps dans la vie? Voilà, mon passe-temps dans la vie, c'est les Gundam. Donc une fois avant de donner mon CV, Benoît m'a rappelé, m'a dit qu'il était intéressé. On a eu un entretien. D'ailleurs, c'était un entretien où je sais pas si c'est de la chance ou pas que ce soit, mais Akiko était malade. Et en fait, pour rejoindre l'entreprise ici au Japon, il faut parler japonais. Et je ne parlais pas à l'époque, enfin, je parle japonais. Mais à l'époque, je ne parlais pas du tout japonais. Et en fait, j'ai fait l'entretien en français. Et Benoît m'a dit qu'en fin de compte, vu mes compétences, j'aurais quand même assez de travail sans avoir à parler en japonais. Donc c'était... j'étais... Je sais pas combien de temps ça fait qu'il est là, je crois que ça fait 3 ans et demi, un truc comme ça. Et voilà, que dire de plus sur Tristan Tristan, c'est un peu l'homme de confiance. J'ai commencé ici au Japon le 1er février 2018 pour aider à faire du service client et aider à faire la préparation des commandes. Puis je me suis proposé pour faire... Tout le monde commence par le service client. C'est soit le service client, soit les réseaux sociaux. Ouais, à part toi. À part moi, ouais. Mais je crois que Massa, il a commencé, c'était service client. Timothée, il a commencé sur quoi, lui? Je crois que c'était service client ou réseaux sociaux, un des deux. Non, Timothée, il est arrivé, il a fait direct des vidéos. Il a fait direct des vidéos? C'est la première vidéo qu'il a fait. Il est arrivé une semaine après, il y avait la vidéo récapitulative de fin d'année qui sortait, c'était lui qui l'avait monté. Ah ouais, putain, c'est un des seuls alors. Il y a Théo aussi qui fait pas de service client. Ouais, c'est vrai. Eva, elle a fait du service client, je sais pas. Eva, elle était censée être réseaux sociaux, je crois, à la base. Ouais. Je sais pas si elle a fait service client, je crois pas. Mais il n'y avait plus de service client de toute façon après Candysan. Mais... le community manager, parce qu'à l'époque, les réseaux Candysan étaient à l'abandon. Il n'y avait pas de compte Instagram, j'en ai créé un. J'y pense maintenant, mais si vous voulez un deuxième plan sympa en fait, on peut mettre ça comme ça, tu vois, simplement. Continue sur Putain, ça a changé cette pièce là aussi. C'est un clap, t'es pas obligé d'applaudir. Donc j'ai repris les réseaux sociaux, j'ai participé à, pareil, comme j'ai des antécédents de graphiste, c'est moi qui ai repris la main sur les flyers qu'on peut retrouver sur Candysan. Donc j'ai contacté des illustrateurs
et illustratrice pour redessiner notre mascotte Yasumi-chan. Il y a eu la création de Yasumi-chan en 2012-2013, puis en 2016 elle a eu une version améliorée, et en 2018 on est parti sur à fond les ballons avec 2 illustratrices qui ont tout refait. Comment elle s'appelle? C'est une illustratrice française. Je suis désolé, j'ai oublié son nom. C'est quelqu'un que tu as contacté, tu lui as fait faire une mascotte? C'est quelqu'un qui avait pour projet de partir, c'était vraiment à l'ancienne, qui avait pour projet de partir au Japon et qui avait fait un blog disant que voilà, elle voulait partir au Japon, etc. Et elle l'avait fait en dessin. Elle était illustratrice et tout. Et du coup, moi, j'ai vu cette page-là. Je sais pas comment je suis tombé dessus. J'essaie de me souvenir de son nom, mais je me rappelle plus. Et je l'ai contacté. Je lui ai dit, vas-y. Est-ce que ça te dirait, vu que tu as pour ambition de venir au Japon et que tu es illustratrice, etc., qu'on fasse une collaboration où elle m'aidait sur certains designs, etc. Et moi, je mettais en avant son projet, ce qu'elle faisait en tant qu'artiste, etc. Et voilà, c'était la toute première mascotte. Mais ouais, je crois que c'était vraiment le tout début de Candysan, donc 2012-2013. Ah oui. Je crois que même elle faisait un truc même avant ça avec moi, je me rappelle plus. Enfin, on a fait 4 designs saisonniers avec Cécile, très forte, et Gloria qui tous les mois c'est vrai que Tristan était bon pour fait trouver un des design illustrateurs, de notre mascotte Yasumi-chan qui finance sticker. Donc ce qui fait que maintenant on a une cinquantaine de designs de Yasumi-chan face à 2. Pareil, tous les mois, faudrait qu'on relance des stickers, c'est moi qui ai fait le flyer qu'on pouvait retrouver dans la Candysan Box. Et j'ai aussi participé, donc après en 2019-2020, donc assez récemment, à la mise à jour du site Candysan Box. Donc qui ont été refaits. C'est moi qui ai à peu près tout fait avec l'aide d'un développeur qui était à distance. Après, bien sûr, il y a tout le monde qui a aidé. Attends, faut que je vous dise un truc, mais là, ce qu'on vient de voir, là. Attends. T'as pas remarqué la même chose que moi, je pense. Les gens. Non, remarquez quoi? Non, vas-y. Là, ce système-là, d'avoir une box mensuelle, 3 mois, 6 mois, c'est un enfer. On a galéré comme jamais pour faire ce truc de Candysan Box. Parce que déjà, avoir un système mensualisé avec Shopify, ou je crois que là, c'était même PrestaShop à l'époque, c'est pas prévu à la base. C'est des modes que tu ajoutes, etc. aux boutiques. Mais c'est un truc, il y a tellement de bugs dessus que tu vois, tu sais pas si par exemple les gens ils s'abonnent jusqu'au 31, ils s'abonnent le 31, c'est reconduit un mois après, mais si le mois d'après c'est pas un 31, c'est un 30, et ben on les reconduit le 31, c'est reconduit le premier du mois d'encore après. Donc on devait faire des calculs comme ça pour que les gens soient abonnés chaque mois. Il n'y avait pas un bug aussi, des fois, quand certaines personnes étaient abonnées pour 6 mois par exemple, et quand ils voulaient se réabonner, pour 3 mois par exemple seulement, et du coup ça faisait bugger le truc, et du coup ils se retrouvaient avec plus de box que normalement. Non, je crois pas, mais je sais qu'on avait un problème aussi parce qu'il n'y avait pas de classement pour mensuel, 3 mois, 6 mois. Donc il fallait calculer en fait. Il y avait des façons de les calculer, les regrouper par prix, de voir ce qu'on avait. C'était un enfer, vraiment. On a essayé plusieurs systèmes et sur 2 boutiques différentes. Et on arrivait à faire en sorte qu'il y ait très peu de problèmes côté client, que les gens s'en rendent pas compte. Mais nous, on galérait, on devait faire des calculs, etc. Et on comptait le nombre de box qu'on envoyait, le nombre de box qu'on avait sur le papier. Et c'était entre 3000 et 5000, donc c'est beaucoup, tu vois. Et pour voir si les numéros, enfin si ça matchait bien, s'il y avait 1 ou 2 d'erreurs, on se disait que techniquement c'était bien qu'on avait mal compté, tu vois. Mais si on arrivait, des fois on avait un gap, on avait 150 box d'erreurs, on se disait merde, qu'est-ce qui s'est passé? C'était les commandes du 31 qui étaient passées en fait pas le 31 mais le premier, donc pour le mois d'après, etc. C'était une horreur. Il y a eu des erreurs, pardon, je pense. Mais... en fait, il n'y en a pas eu tant que ça, où on arrivait quand même à bien gérer le truc, mais c'était au prix de plusieurs vérifications et tout, c'était un enfer. Les systèmes étaient tellement pas faits pour ça, donc... Avec l'aide d'un développeur qui était à distance. Après, bien sûr, il y a tout le monde qui a aidé pour rentrer du contenu, tout ça. Mais tout ce qui va être design, fonctionnalité, modules, c'était moi qui étais derrière à essayer de les faire fonctionner. Comme vous pouvez le voir, j'ai travaillé dans pas mal de projets au sein de ici Japon. En fait, dès qu'il y a un truc à faire, il est un peu central et puis voilà, franchement, il fait tout. Et ce qu'il a expliqué, ce qu'il faisait dans ça, j'imagine qu'il a expliqué ce qu'il faisait. Imaginez une baignoire. La baignoire, c'est ton corps. Et tous les projets, c'est de l'eau. Et ben, la baignoire, elle est tout le temps en train de déborder. Même encore aujourd'hui, je suis sur plein de projets en même temps. Et ce qui fait que c'est vrai que des fois, on les finalise un peu trop vite.
on prend pas toujours le temps de bien, enfin, on fait toujours au mieux et on fait toujours bien les choses, mais c'est vrai que des fois on pourrait prendre un peu plus de temps sur sur un projet pour. Mais après, faire plein de boulot, ça m'a appris aussi plein de choses. Je suis arrivé à ICI Japon, je ne savais rien de l'e-commerce. C'est que du positif de faire plein de boulot, mais il y a aussi du négatif, c'est-à-dire des projets aussi qui se font attendre. C'est moi aussi qui fait un peu de manutention, donc dès qu'il faut préparer des bureaux pour des nouveaux arrivants, c'est moi qui fais ça. Donc là, on a une personne qui s'appelle Jérémy, que vous allez voir dans un autre épisode. Et ben son bureau, il n'est pas encore fini. Ça fait un moment qu'il est là. Mais voilà, c'est plein de petits trucs comme ça qui prennent du temps. À force de faire plein de choses, en fait, tu peux pas être partout. En fait, ça serait trop bien si j'avais plein de bras comme le mec dans Street Fighter. Mais ça ne l'est pas. Alors, déjà, tous les confessionnaux, c'est vrai qu'on n'a pas c'est roue libre. Enfin, il n'y a pas vraiment de guideline. Tout le monde peut dire ce qu'il aime bien, ce qu'il aime pas, machin. Tu vois, dès le début. J'ai trop de travail, etc. Donc ça, je pense que c'est un truc qui a été apprécié. Et c'est vrai que particulièrement Tristan, mais je pense tout le monde, on a toujours plein de taf et on est toujours vraiment dernière minute et tout. Et pourtant, on fait vraiment, on s'organise et tout. Les journées sont bien remplies, vous inquiétez pas. Et non, mais techniquement, je veux dire, tout rentre bien dans les emplois du temps. Mais il y a toujours de l'inattendu, des problèmes, des trucs qui prennent plus de temps, des trucs qu'on est obligé de décaler sur le planning. Et souvent qui sont pas dus de notre fait, tu vois. Et c'est vrai qu'on se retrouve toujours à la bourre, même quand on a de l'avance et tout. Et puis on a tellement de projets et trucs, c'est vrai que autant Tristan que tout le monde, on a toujours été un peu sur 4 trucs à la fois. Ouais. Et encore maintenant, et à chaque fois on prend des nouvelles personnes, etc. Mais c'est toujours, ça ne s'est jamais amélioré. Je pense que ça s'améliorera jamais. C'est vrai que tu en as parlé un peu tout à l'heure, mais tu prenais des gens pour le service client, au final ils étaient amenés à faire d'autres choses, et du coup... à la base ils n'étaient pas censés faire ça, mais tu vois, quand tu es appelé quand il y a besoin de quelqu'un, on prend, et puis s'il y a une personne qui est compétente dans ce domaine-là, ou qui veut s'y intéresser, elle donne un coup de main, etc. Mais en vrai, ce qu'il dit c'est intéressant, parce qu'il y a plein d'entreprises, leur modèle c'est tu fais un boulot et tu fais que ça, et je pense que ça casse tellement de personnes, c'est qu'au bout d'un moment ils en ont marre d'être dans une routine ou un truc comme ça. Il y a des gens à qui ça va très bien aussi, mais je pense que les gens qui viennent en général au Japon, qui aiment bien un peu l'aventure, faire des trucs nouveaux et tout, on n'a jamais eu de personne qui nous a dit moi je veux faire tout le temps la même chose, machin. J'en ai eu une fois en entretien. À la base, moi je suis un peu parti de mon ancien boulot parce que j'en avais marre de faire tout le temps la même chose. Parce que je m'entendais très bien avec mes collègues, tout était très bien, mais je faisais tout le temps la même chose. Tandis que quand je suis arrivé ici au Japon, je suis arrivé direct, tu m'as mis sur les containers, on verra plus tard, mais voilà. La vidéo numéro 2. Mais c'est vrai que on a jamais fait la même chose trop longtemps. Et on a toujours fait 50 trucs en même temps, on a toujours été... Tout le monde ne fait pas qu'une chose, on est tous un peu multitâches sur plein de trucs. Et c'est marrant parce que les gens nous voient rigoler en vidéo, machin et tout, genre on fout rien de la journée. Alors qu'en fait, il y a tellement de trucs à faire, je pense que c'est difficile de se rendre compte. Après, s'il y a des caméras qui nous filment 24/24, c'est chiant parce qu'en fait, on est devant nos ordinateurs et tout, mais quand même beaucoup de trucs à faire, c'est vrai. Après, si on veut parler de vrais échecs... on dit au revoir évidemment à Popcorn qui nous a quittés il n'y a pas longtemps. Je revois les actus de PA derrière. Je peux en citer beaucoup. Le premier qui me vient en tête, c'est Club Japon. Comment expliquer ça? En fait, j'avais oublié cette existence de site. Je l'avais oublié. Carrément. Ah ouais, il était sorti. Il était beau en vrai. Hein. Ouais, c'est sympa. Il était beau. Ça, c'était une fille qui s'appelle Tiffen qui avait travaillé avec nous, je crois, en 2016-2017, un truc comme ça, qui nous avait fait ce site-là. Et le concept de Club Japon. Vas-y. Est-ce que quelqu'un dans le commentaire a connu ou sait ce que c'est que Club Japon? En vrai, quand tu regardes comme ça, des cadeaux, des événements en direct à Tokyo, on en a fait un, je crois. Candy-san, les friandises japonaises, le Japon en vidéo, des mangas en ligne et tout sur la culture japonaise avec ces Japon. Ouais, c'est tellement ambitieux. C'est pour... Alors, ce que j'avais voulu faire, alors je crois qu'on l'a ouvert en 2016, avec une mise en place en 2015. Mais moi, je l'avais en tête depuis déjà longtemps à l'avance. Et en fait, l'idée, c'était de faire un Netflix du Japon. C'était avant que Netflix arrive. Enfin, ça existait déjà, mais tu vois, c'était pas populaire ou les gens connaissaient pas en tout cas. C'était en quelle année, tu dis 2016 je crois que ça a ouvert en 2016, ouais. Un truc comme ça. Netflix. Non, mais ça existait déjà, oui, Netflix, je pense, mais aux États-Unis ou un truc comme ça. Effectivement, il y avait un abonnement. C'était par abonnement. L'abonnement était de 1 € par mois. C'est honnête. Et pour 1 €, tu avais chaque mois des vidéos et tu pouvais lire des mangas. Seulement, moi, je voulais tout faire moi-même. Et donc on faisait des vidéos. D'ailleurs, les vidéos YouTube, cette chaîne YouTube qu'on regarde, mais toute l'histoire YouTube, ça a commencé avec Club Japon.
parce qu'on a commencé par faire des vidéos. Oui, bah non, on faisait des vidéos déjà en 2015. Donc on a commencé à le faire en 2013-2014, je pense. Et on l'a ouvert. Tu as commencé d'abord à faire des vidéos sur Club Japon ou sur YouTube du coup? Club Japon. Club Japon, ok. Ouais. Club Japon, et on a mis quelques vidéos sur YouTube pour ramener sur Club Japon. Parce que pour moi, c'était là que ça devait se passer. Ou alors on mettait des vidéos courtes sur Ici Japon et les vidéos longues sur Club Japon. Tu vois, il y avait genre 45 minutes, 1 heure, un truc comme ça. Du contenu exclusif. Et pour 1 euro par mois, on avait plusieurs vidéos dédiées à la plateforme, des versions longues de ce qu'il y avait sur YouTube. Et on faisait des mangas en ligne. Alors il se trouve qu'on faisait un manga avec un mangaka. Alors déjà, on avait commencé par un manga qu'on faisait avec un mangaka. Et j'avais récupéré la licence d'un autre manga, enfin pas d'un manga à traduire, mais un petit, je me rappelle plus ce que c'était, mais c'était une espèce de mascotte d'une entreprise avec qui on travaillait. T'as récupéré cette licence? Et ils nous ont autorisé à la faire en français, etc. T'as toujours la licence ou tu l'as payé? Non, mais on l'a pas payé pour la licence, mais ils nous ont autorisé à l'exploiter en fait en français pour le besoin du site. Et c'était un petit manga. La mascotte, c'était un nounours tout mignon bleu. Ça me fait un peu penser au Happy Tree Friends. Je sais pas si t'as connu. Ah oui, bien sûr. Et il se retrouvait dans des situations horribles, genre attaché à une voie de chemin de fer, un truc comme ça. Et puis il y a un train qui passe dessus, il était démembré, etc. Mais c'était toujours avec une verre un peu comique. Et on voulait faire ça en français, tu vois. C'était des petites histoires d'une page. Et on avait commencé aussi un autre manga avec un autre dessinateur. Où on avait déjà les personnages, l'histoire, etc. Et c'était tellement de temps, tellement d'argent, etc. Que, en vrai, je pense que c'était une bonne idée parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui s'abonnaient. Et tu vois, on avait, mine de rien, je sais pas si on faisait pas 2000 € par mois ou un truc comme ça. Ça voudrait dire qu'il y avait 2000 personnes qui étaient abonnées, tu vois. Mais je crois qu'on faisait même bien plus que ça. Parce qu'en fait, les gens s'abonnaient pour 1 ou 2 ans et du coup, ça faisait beaucoup d'entrées d'argent, tu vois. Mais au final, comparé à YouTube, c'est rien du tout. Mais du coup, il est tombé dans l'oubli, ce manga? Il est tombé dans les limbes? Il n'y a plus aucun moyen de le lire aujourd'hui? Je l'avais remis en entier, en fait, quand j'avais fait une vidéo sur Ici Japon. Je l'ai remis en entier sur le site. Je l'ai fini, parce que j'avais pas fini de l'écrire et de le traduire. Enfin, de mettre les... Je l'avais fini pour la vidéo sur les mangas qu'on a fait sur Ici Japon il y a 2-3 ans. Mais après, ce site, il est fermé, donc ouais, il est mort. C'est dommage, je suis curieux, il faudrait que j'aille voir. Donc ouais, j'avais ce projet-là de faire un Netflix du Japon, et pendant 1 an ou 2 ans, on a vraiment tryhard là-dessus, mais tout seul, c'est juste pas possible. Puis après, YouTube, t'as tellement plus de gens, en fait, quand t'as 1000 personnes, je sais pas, peut-être qui vont regarder une vidéo là-dessus, et 10 000 sur YouTube, le choix est vite fait. T'as envie que les gens regardent ta vidéo, pas forcément c'est pas le but, c'est pas gagner de l'argent, c'est de pouvoir avoir de l'argent pour en produire. Et enfin, je dis ça, mais à chaque fois, si tu gagnes de l'argent, c'est bien, mais tu sais, à la base, tu veux juste faire ce que t'aimes. Et du coup, YouTube, c'était mieux. Mais tu vois, dans les vidéos, il y avait des vidéos qu'on faisait avec le mangaka pour apprendre à dessiner des mangas et donner des cours. Enfin, il y avait des vrais trucs quand même, des cours de langue et tout. Une plateforme de VOD. C'était il y a très longtemps, c'était une très très ancienne idée. C'était avant que Netflix, tout ça, Amazon. Tu vois, devenez membre et accéder à ce contenu, tu vois. On faisait des trucs un peu... Comme Prime deviennent populaires. L'idée, c'était d'avoir que des vidéos, des espèces de séries originales créées par nous-mêmes sur le Japon, mais aussi des mangas, des concours, des choses reliées au Japon. On a lancé ça en 2015. Pareil, c'était pas mal de travail, parce que c'était la mise en place d'un site, la création de vidéos, etc. Abonnement dérisoire de 1 € par mois. Et pareil, c'était un succès d'estime, on va dire, parce qu'on a quand même eu pas mal d'abonnés. Enfin, relativement, c'était, je pense, en centaines. Mais... Donc, Club Japon, moi, quand je suis arrivé, c'était on va dire un peu comme les dernières années de la Grèce antique. C'était la fin, le collapse. Je suis arrivé à la fin de Club Japon. Ce n'était qu'un service de jeu concours, c'est-à-dire que c'était juste pour donner à tous ceux qui nous ont soutenus, parce qu'en fait Club Japon, c'était vraiment les fans qui soutenaient Benoît. C'était vraiment une plateforme de soutien. Et pour remercier ses fans, on leur offrait des cadeaux. Aléatoirement, bien sûr, sous forme de jeu concours. À l'époque, je faisais pas YouTube, rien. C'était juste basé sur mon blog à l'époque. Donc c'était pas mal, en vrai. Ça a généré un petit peu d'argent et tout, mais créer du contenu pour une plateforme comme ça, tout seul, avec ma petite équipe, j'avais un caméraman et puis c'est tout, en fait. Et puis faire un manga à côté et tout, c'était vraiment, vraiment beaucoup de temps. Et le contenu, en fait, même si on se donnait à fond, ça faisait une vidéo par semaine, un chapitre de manga par mois. Ça avançait pas, tu vois. On faisait des concours, des choses pour mettre de l'activité, mais tu peux pas rivaliser avec un truc comme YouTube ou Netflix ou
Enfin, tu peux pas commencer à zéro un truc comme ça tout seul dans ton coin, ça marche pas. Mais on a essayé, on a appris plein de trucs encore une fois et c'était cool. Et en vrai, c'est ce qui m'a lancé sur YouTube parce que à l'époque, je faisais des vidéos pour Club Japon, puis en même temps, je mettais aussi quelques vidéos sur YouTube. Je voyais que ça touchait beaucoup plus de gens. J'ai arrêté Club Japon, puis on s'est mis à 100% sur YouTube. C'est exactement ce que je viens de dire finalement. Oui. Il y avait un espace communautaire où les gens pouvaient échanger entre eux ou pas? Un forum un peu. C'était prévu. Ouais. Je sais que sur le site Ici Japon, ouais. pas sur celui-là, mais sur le site Ici Japon, tu pouvais créer ta page. Tu pouvais faire ton propre blog, un peu comme un Skyblog sur Ici Japon. Donc il y en a plein qui faisaient ça. Ichiban Japan avait fait sa page aussi où il mettait ses vidéos, machin. Chacun échangeait sur des trucs en rapport avec le Japon. Donc tu avais cet espace communautaire et tout, tu pouvais contacter les gens, envoyer des messages privés, etc. Donc tu avais un espace, plus on avait un forum, et plus, si tu étais membre de Club Japon, on organisait des événements des fois au Japon. Mais je crois qu'on avait organisé peut-être deux, un truc comme ça. Et il y a quelqu'un qui était venu, qu'on avait embauché d'ailleurs. Je sais pas, j'étais pas là. Non, t'étais pas encore là, mais c'était un des membres qui était abonné, qui était venu à une réunion qu'on avait faite. Je sais plus ce qu'on avait fait. On avait fait une Candisan Party ou un truc comme ça, là où il y a nos bureaux là. Et on était quoi, peut-être une dizaine max. Romain, il s'appelait, je crois. Et il était en PVT. Il est resté quelques mois le temps qu'il reparte en France. Et on faisait des trucs comme ça avec les abonnés. Voilà, c'est c'est l'équivalent de ce qu'on a à Saiba maintenant, mais on faisait chez nous. C'est rigolo. Non, mais ça. Je suis presque. Enfin, non, je suis triste en fait. Je trouve ça. C'est une bonne idée. Mais tu vois, c'est en fait avec les hôtels, avec Saiba, ce qu'on fait, tu vois, la communauté, les gens qui se retrouvent et tout, c'était un peu les prémices, quoi. Même avant ça, sur le blog, je faisais des rencontres où je l'ai pas fait pareil des masses non plus, mais on disait vas-y, on se retrouve au resto à Tokyo, et puis on était 10-12. Tu rencontres des gens et tout, c'est cool. Ouais. Donc c'était la bonne époque. Alors, je disais qu'il y avait le long couloir. Là encore, il n'y en avait pas beaucoup. Et là, il n'y avait pas beaucoup. Le plan incroyable quand tu montes l'escalier. Bienvenue dans les bureaux, c'est un peu le bordel, faites pas attention. C'est quoi ça là, cet ordi là? C'est l'ordinateur à Jérémy. Donc là, on a tous les stickers. Are you ready? Ah, il manque un truc, les cartons. Il manque aussi la petite sucrerie. Donc là, il y avait on peut personne dire dans au les bureaux, revoir. c'était bizarre. Dites au revoir tout le monde. Au revoir Gachanbox. Ce qui va se passer, c'est que tous les gachapons qui restent vont aller sur Candisan. Les fameux gachapons Pokémon seront sur Candisan. Oui. Là je veux. Nani. Ah d'accord, il m'a check. Hi. On a un imprimeur, ça fait 1 an qu'on travaille avec eux, ça fait 1 an que tout se passe bien, et là, ça fait 2 mois qu'ils font n'importe quoi. Par exemple, ce sticker là, nous on a demandé les bords arrondis, ils ne l'ont pas fait, bah voilà. Donc maintenant, j'ai demandé à vérifier ce qu'ils font faire avant qu'ils le fassent. C'est comme ça que ça se fait depuis quelques mois et ça me rend fou. Au revoir. On avait des trucs avec des guidelines où il fallait faire 0,28 mm sur les côtés. Oui. Et à chaque fois, je sais pas pourquoi, il y avait des problèmes. Ils disaient non, mais faut. On pétait un câble avec cet imprimé. On en a pris un autre après, mais. Le nombre de fois où dans les premiers mois en tout cas, en fait, où Tristan il m'appelait parce que pour aller discuter avec l'équipe japonaise pour expliquer bien ce que Tristan voulait. Et ça marchait jamais. En fait, mais ça, c'est un truc on pète un câble au Japon des fois tellement les gens font pas preuve d'initiative. Le mec, c'est un professionnel. Ouais. Il sait il voit le design de l'autocollant, il sait ce qu'il faut faire. Mais il ose pas le faire lui-même. Tu vois. Et des fois, elle dit bon, bah, il n'y a pas la marge de sécurité de 28 mm. C'est pas 28 mm parce que c'est énorme, c'est 2 mm, 8, un truc comme ça, ouais. Il n'y a pas la marge de sécurité. Il pourrait la rajouter, tu vois. On pourrait lui dire rajouter là ou un truc comme ça. Non, il faut que tu le fasses. Et tu le fais, il dit oui, mais là, les bordures, elles sont en noir, il faudrait que ce soit en rouge ou des trucs comme ça, tu vois. À chaque fois, c'est de la micro-précision comme ça. Et c'est que des trucs, mais mec, fais-le au bout d'un moment. Au lieu de faire 50 retours parce qu'on perdait du temps, etc. Oui, et puis surtout qu'à la base, il le faisait. Pourquoi d'un coup, là, il se met plus vouloir le faire? Parce qu'en fait, la première fois, il l'a pas fait. Après, une fois que ça a été fait, on envoyait toujours le même truc, le même modèle. Ouais. Donc, il savait que c'était la même découpe. Et je sais pas pourquoi, ça a rechangé, ou ils ont redemandé des trucs, ça marchait plus, enfin, ou ils ont changé de machine, je sais pas pourquoi. Ou peut-être le personnel, c'est peut-être un nouveau qui est venu. Peut-être le personnage, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est tellement ouf, tu vois, de travailler avec des gens, parce qu'au Japon, vraiment, ils vont jamais prendre l'initiative, alors qu'ils savent ce qu'il faut faire, et ils peuvent le faire en 2 clics. Et non, il faut que... Non, ça, il faut... C'est fou, c'est fou, et on perdait du temps fou avec ça. Oui, puisqu'on avait besoin de ces stickers pour envoyer les box. Bah ouais. Il y a des fois, et en plus, ça nous prenait plusieurs jours.
Tu vois, quand on a 5000 box à envoyer, nous, je crois qu'on pouvait en faire max 1000 par jour. Dans un bon jour, on en faisait 1500, c'est énorme. Hein. Et ça veut dire qu'il nous fallait 3 à 4 jours. Mais ouvert, tu vois, où tout le monde est là, où toute la team, on était entre 7 et 9 pour le faire, je crois. T'as pas les autocollants, bah tu décales de plusieurs jours, c'est à dire que toute la team doit être décalée de plusieurs jours. Enfin bref, c'est au revoir la Gashon Box. Sayonara mon petit pote. Salut mon pote. Donc là, on peut voir qu'ils ont bien fait le travail parce que on a les bords arrondis, on a la couleur qui dépasse et la couleur qui dépasse à l'intérieur. Donc là, on va choisir la friandise qui sera offerte dans la Gashon Box. C'est parti. Hop là. Donc maintenant, il faut vérifier si tout va bien ensemble. On enlève les petits gâchapons. On prend notre... Mais oui, il y avait un gâchapon dans les Candy Sandbox en cadeau, et il y avait une friandise en cadeau dans les Candy Box. Et là, il vérifie, mais ce qu'il dit pas, je sais pas s'il va le dire, mais on va voir. On met nos gâchapons. On met prêt, hein, tu vois. la petite sucrerie sur le dessus. Le flyer et le sticker en dernier. On remet une feuille protectrice. On emballe tout ça bien. Le sticker et le flyer par-dessus. On met un petit coup de scotch. Et voilà, une Gashon Box. Qu'est-ce qu'on a? Et là, techniquement, tu es censé peser. Oui. Par contre, la petite subtilité, c'est que les gâchapons, dans une série, tu vas en avoir entre 4 et 10. Ils font pas tous le même poids dedans. Et des fois, la différence de poids, elle peut être genre de 10 grammes. Tu peux en avoir qui sont super légers. Genre, tu as le petit support du truc. Et après, tu as le personnage principal, tu vois ce que je veux dire? Oui. Et du coup, sur d'une boîte à l'autre, tu peux avoir jusqu'à 20-30 grammes de différence, tu vois. Donc, on devait vraiment peser les plus lourds, les plus légers, faire une moyenne. Et quand on préparait, au poids, on devait voir qui étaient les plus lourds et tout. Des fois, on arrivait sur la balance, il y avait 3 grammes en trop. On devait enlever un gâchapon lourd pour remettre le même de la même série, mais plus léger. Et surtout que la poste, il y a 3 grammes en trop, c'est 3 grammes en trop. 3 grammes en trop, c'est 3 grammes en trop. Et maintenant, en plus, les boîtes sur du DHL, c'est pesé et même c'est le volume. C'est le volume. Ouais. Et la surface volumétrique, elle est mesurée au laser. C'est-à-dire que c'est même pas genre la boîte, tu peux même pas dire non, la boîte elle est bonne. Non, non, c'est au laser. Et si ça dépasse d'1 millimètre, tu payes dans une tranche au-dessus. Tranche au-dessus. Et la différence, c'est soit payer 20 €, soit payer 40 €. Donc pour un millimètre. Alors qu'au début, quand on a commencé Candysan, déjà c'était la poste, donc c'était pas volumétrique, c'était que au poids. Et on pesait nous-mêmes. On mettait le prix dessus, enfin le truc, et il nous disait, vous pouvez dépasser de 50 grammes. 50. C'est-à-dire que déjà, c'était vraiment pas cher la poste à l'époque. Ouais. Et en plus, un paquet qui faisait 1 kg 45 grammes, au lieu de tomber dans la tranche 1 kg 100, ça passait en dessous de 1 kg. Donc ça faisait une diff de 100 yens. Donc maintenant c'est 60-70 yens, mais à l'époque ça faisait presque 1 €. Donc une diff de 1 € qu'on gagnait par paquet, et on en envoyait des milliers. Enfin à l'époque peut-être... Ouais, si, je pense qu'on envoyait déjà des milliers par mois. Et du coup, chaque mois, ça te fait économiser des milliers d'euros. En fait, tu les économises pas, c'était le système de la poste, tu vois, ils te laissaient une marge de sécurité de 50 grammes. Et du jour au lendemain, ils te disent, bon, maintenant, c'est au gramme près. Et là, tu te dis, merde, moi, dans mes calculs, j'ai prévu 50, tu vois. T'as prévu cette marge du coup d'erreur. Ouais, et du coup, je m'inquiétais pas trop, parce que tu sais, les gens, ils payent un poids au kilo sur le site. Donc, cette marge de sécurité, en fait, des fois... t'en as besoin, parce que c'est jamais au gramme près, les friandises, tu rajoutes des fois des flyers, des petits cadeaux et tout. Donc en fait, si tu passes dans la tranche au-dessus, c'est pas grave parce que tu as ta marge de sécurité. Et en fait, non, on s'est dit, bah merde, maintenant les gens, s'ils payent pas pile ce qu'ils doivent payer, ça veut dire qu'on va perdre des sous sur les frais de port à chaque fois. Et ça faisait une différence de plusieurs milliers d'euros par mois, rien que sur ce micro-changement, tu vois. Déjà à la base, ils ont commencé à changer les trucs. Après, ils ont dit, bon, on vient vous les chercher tous les jours de la semaine. Maintenant, il faut que vous les ameniez vous, donc prenez un camion. Enfin, il n'y a eu que des trucs. La qualité du service à la poste. Directement à l'époque. Ils venaient chez moi tous les jours, oui. Même le samedi, dimanche, même les jours fériés. Et s'il fallait venir 3 jours par semaine, ils venaient 3 jours par semaine. C'est fou, hein. Le service, incroyable. Franchement. Ouais, ça a changé. C'est ouais. Et jamais ils te faisaient chier parce qu'il y avait un paquet trop lourd ou machin. Et au contraire, vu qu'on était des bons clients, on avait des avantages et tout. Et après, au bout d'un moment, on est devenu des trop bons clients. Et ils nous ont dit, bon, vous êtes des trop bons clients, c'est-à-dire que... Enfin, tu sais, au début, on payait par mois, tu vois. Ouais. Et ils nous ont dit, bon, maintenant, vous payez trop. Donc, en fait, il nous faut donner 2 mois de sécurité. Ah, petite avance. Il faut donner une avance, parce que si jamais vous payez plus, comme vous payez au mois. Donc, normalement, avant, on payait le mois d'après, en plus.
etc. Donc on avait un mois de machin. Et sauf que du coup, quand il y a eu des retards avec la poste chinoise, machin, là, du coup, ça t'avait payé en avance pour... Non, je ne sais même pas ça. C'est que du jour au lendemain, ils nous ont dit, si vous voulez continuer le contrat de la Poste, ah oui, d'accord. Il faut qu'on ait à peu près 2 mois quand ils ont changé de trésorerie de ce que vous payez en moyenne. Et imagine, quand on voit, je sais plus combien on envoyait à l'époque, mais on va dire entre 3 ou 5 000 box, on va dire 4 000 box, en moyenne 10-15 euros, ça fait 40 000 balles. Bref, on a dû sortir quasiment 100 000 euros du jour au lendemain pour donner à la Poste pour qu'ils aient une réserve au cas où. Mais du coup, nous, c'est de l'argent qu'on revoit jamais en fait. Tant qu'on ferme pas, tant qu'on n'arrête pas la boîte, on leur donne 100 000 euros et on attend quoi. Mais c'est quand même de l'argent que tu as payé qui va quand même servir, tu vois. Non, qui va jamais servir. C'est comme un dépôt de garantie que tu donnes. Tu les as. Oui, alors purée, c'est. Donc tu vois, du jour au lendemain, on nous a dit bah à partir du mois prochain ou dans 2 mois, si vous voulez continuer à utiliser la Poste, il faut nous donner 2 mois de fonds de roulement, donc à peu près 100 000 euros. Un truc comme ça. Et là, t'es là. C'est tellement abusé. Mais c'est des trucs comme ça, on en a eu tout le temps en fait, plusieurs fois par an. Donc c'est abusé. Tu dis ok, tu te démerdes pour les trouver. Et après, on les a récupérés quand on a fermé le compte à la Poste. Du coup, on est passé chez DHL. Oui, ils t'ont quand même rendu le. Voilà, mais on avait perdu tellement de thunes. Ouais, c'est la caution, c'est une caution. Oui, c'est une caution, oui. Mais en fait, tu la revois. Si t'arrêtes pas ton compte, tu la revois jamais. En fait, c'est de l'argent qui dort, tu vois. Ouais. Donc c'était un coup dur. On en a jamais parlé, je crois, de ça en vidéo. Projet Guest House, encore un gros projet. Ça fait très très longtemps, depuis bien avant Internet, bien avant les sites et tout, que j'ai envie de créer quelque chose, on va dire une structure d'accueil pour les gens qui viennent au Japon. J'ai essayé de faire une guest house à l'époque, j'ai essayé de faire après un capsule hôtel. Bon, je le raconterai une autre fois, c'est une autre histoire. Là en ce moment, on a essayé de faire un hôtel, pandémie, etc. À chaque fois, c'est un échec, mais la guest house, c'était un projet plus ou moins abouti. C'est-à-dire que quand on a construit, pas ces locaux-là, mais les autres locaux, Candy-san numéro 1, il y avait à l'époque un étage qui était réservé à Candy-san et un étage qui était réservé à une guest house. Et c'était vraiment, genre plusieurs chambres, etc. C'était vraiment viable. Pareil, gros succès. Et tu sais que nous qui documentons tout, j'avais tellement pas le temps entre Candy-san, machin et tout, on était tellement occupés que j'ai même pas pris une photo de la guest house, je crois. C'est pour ça que j'avais rien à montrer, j'ai montré les travaux, mais on avait les chambres et tout, les trucs de près. Il semble avoir vu une photo du living. Le living, ouais, parce qu'on tournait des vidéos dedans et tout, je crois que... Mais jamais des photos des chambres, jamais des machins comme ça, tu vois. Ce qui serait impensable aujourd'hui. Ouais, c'est clair, mais non, on avait tellement... Dès que j'ai commencé à en parler sur mon blog, alors même que c'était pas encore lancé officiellement, juste montrer l'avancée des travaux, voilà, aujourd'hui j'ai acheté une nouvelle porte, des choses comme ça. Il y avait plein de gens qui vraiment m'envoyaient des mails pour rester plusieurs mois dans la guest house, je viens de telle date à telle date, combien ça coûte, tout ça. Je faisais un post sur mon blog, le lendemain j'avais 50 personnes qui m'écrivaient et je pouvais pas répondre tellement il y avait de gens, quoi. そしてキッチンにもこだわりがあります。このキッチンめっちゃ高かった。私の家のキッチンよりね。C'est une super cuisine, hein. Yamaha. 結局は会社が大きくなってしまったので、みんなのオフィスになってゲストハウスの夢はなくなってしまいました。On parlait de Nouria, elle est là. Ouais. L'espagnole, la fille espagnole qui voulait pas être en vidéo, bah elle y est quand même, mais dodo. この部屋には J'avais complètement oublié qu'il était assis là-bas. Ah oui, c'est vrai. Et après, il a décalé. Enfin, on a tout changé 50 fois. ダブルベッドを置いて2人が寝れるようにしようと計画してました。ね、ここにデスクとか置いて。ベッドを置いて。C'est des chambres d'hôtel. Il reste plus que les rideaux en fait. ここにもダブルベッドを置いて部屋にする予定でした。でも結局ブーちゃんとルイの部屋になり、みんなの休憩の部屋になってしまいました。Donc c'était très prometteur. On n'a pas lancé la guest house officiellement, mais on a commencé à accueillir des gens quand la maison était prête. Les premiers qui ont logé ici, c'était les gens qui travaillaient avec moi sur Club Japon justement. On a eu aussi une ou deux personnes qui effectivement ont logé comme des vrais clients guest house, mais c'est parce que c'était des connaissances de connaissances, etc. On n'a jamais lancé le truc officiellement et il se trouve que Candy-san grandissait tellement à cette époque-là que même quand on a fait les plans de la maison, à chaque fois qu'on voyait l'architecte, chaque plusieurs semaines, mois, on disait non, c'est pas assez grand, faut agrandir, faut agrandir, faut agrandir. On a agrandi, on a changé les plans peut-être 3 ou 4 fois jusqu'à ce qu'on utilise 100% de la capacité du terrain qu'on pouvait utiliser. Enfin, même quand on a eu construit la maison, on avait toujours besoin de plus de place et au début, les 6 chambres qui étaient prévues pour la guest house, on en a utilisé que 4 au début et puis en fait, vite fait, on a squeezé une pour mettre du stock, puis une deuxième, une troisième, une quatrième et puis la salle de vie, c'est devenu les bureaux, etc. Enfin, on avait besoin de trop de place pour Candy-san, quoi. On a
appris plein de trucs. Hein. Je sais ce que c'est de recevoir des gens, etc. Quel matériel acheter, pas acheter, ce dont on a besoin, combien ça coûte, etc. Donc c'est une bonne expérience. Si jamais un jour j'arrive à faire un hôtel comme ça, il y a quelques erreurs que je sais qu'il ne faut pas que je commette, des trucs comme ça. Mais ouais, c'était décevant parce que ça faisait longtemps que j'y pensais, et puis c'était beaucoup de préparation, beaucoup d'argent investi et tout, les meubles, machin. Et au final, bah voilà, on n'a pas fait notre guest house. Moi, la guest house. Mais voilà. Ici Japon Village, comme vous le dites dans les commentaires, c'est vrai que c'était les prémices de Ici Japon Village. Finalement, on a réussi et même encore mieux, tu vois. House. Donc là, nous sommes dans une chambre de la guest house et je n'ai jamais. Connu la guest house. Pour moi, je savais même pas que c'était une guest house à la base. Cette pièce-là, ça a toujours été une pièce photo et vidéo, mais toutes les autres pièces étaient vraiment des pièces de stockage. Donc moi, j'ai jamais vu de chambre, en fait, tout simplement. この電気プランはアンペア数、まず基本料金の話から。10アンペアごとにちょっとずつ基本料金は基本料金で上がります。On est en réunion avec des électriciens. On est en train de voir de quelle façon on peut augmenter l'ampérage des bâtiments parce qu'on tire trop d'électricité, ça fait des coupures. Et par la même occasion, on va peut-être aussi installer des batteries, genre les Tesla Wall, je sais pas comment, voilà, des batteries pour accumuler l'électricité, ce qui nous permettrait d'avoir de l'électricité qu'on achète la nuit, qui s'accumule dans une batterie et qu'on consomme le jour. Donc au final, ça nous coûterait moins cher. Et en plus, on a une réserve d'électricité. En cas de coupure d'électricité, on peut avoir de l'électricité pour 24 heures. Et en plus, comme on a des panneaux solaires, si jamais il y a la fin du monde, on peut potentiellement être autonome. Le problème de stockage... Il y avait des coupures tout le temps. J'avais oublié ça, il y en a beaucoup moins maintenant. Bah ils ont relevé l'ampérage. Ah bah oui, oui. On est passé de 50 à 60 ampères à la maison. C'est vrai qu'on consomme un peu plus qu'une maison normale japonaise. Le nombre de fois où quand je faisais, bon, c'était au tout début, hein, quand je faisais des kanji, tu sais, les animations des kanji, t'es comme ça, t'en travailles, puis ça s'éteint, bon, faut tout recommencer. Là, en hiver, en plus, quand on met le chauffage et tout, ça tenait jamais, c'était un enfer au début. Donc ouais, c'était... Et quand on a mis les panneaux solaires, du coup c'était 10 ans, moi naïvement, je pensais que quand tu mettais des panneaux solaires, tu prenais directement ton électricité des panneaux solaires, et tu pouvais entre guillemets être autonome. Bah moi je pensais que c'était comme ça jusqu'à maintenant tout de suite. Non. L'énergie solaire, tu la revends à l'entreprise qui s'occupe, donc je pense que c'est TEPCO au Japon, enfin l'entreprise qui gère l'électricité, plus cher que ce que tu achètes ton électricité en fait. En fait, tu produis pour la compagnie électrique et tu rachètes ton électricité. De base, je sais pas si c'est comme ça partout, mais de base... Tu la rachètes plus cher. Non, tu la revends plus cher que ce que tu la rachètes. Ah oui, d'accord. Donc au final, tu gagnes de l'argent. Mais amortir tes panneaux solaires, ça prend entre 10 et 20 ans. C'est hyper cher. Ouais, du coup, tu as une petite marge un petit profit, quoi. Ouais, c'est ça. Mais le truc, c'est que nous, on n'a pas de batterie. Parce qu'à la base, avoir des panneaux solaires, ça veut pas dire que tu as de la batterie. Ça veut dire que juste que tu produis... C'est pareil en France. Ok. Et en fait, quand tu n'as pas de batterie, en fait, tes panneaux solaires, comment dire, l'énergie que tu fais le jour, tu peux pas l'emmagasiner. Et tu en aurais besoin techniquement la nuit, en fait, de ton énergie, tu vois, pour te chauffer, des trucs comme ça. Ouais. Donc, en fait, quand tu n'as pas de batterie, tes panneaux solaires, ils ne te servent plus à grand-chose, quoi. Et je crois qu'on a un contrat, ou un truc comme ça, comme quoi le gouvernement te rachète l'électricité pendant 10 ans. Et après 10 ans, soit tu la rachètes plus au même prix, soit tu la rachètes plus, j'en sais rien, quoi. Bref, si on met pas de panneaux solaires, nos panneaux solaires ils servent quasiment plus à rien en fait. Okay. Donc, si on met pas de batterie, pardon, nos panneaux solaires nous servent quasiment plus à rien. Donc faut qu'on réfléchisse à mettre des batteries bientôt là. Mais ça coûte tellement cher. Parce que du coup, le bâtiment il a quel âge là actuellement? Ça va faire 10 ans qu'on est là. 10 ans, ouais. Bah, je crois que ça fait 10 ans. Est-ce que ça n'a pas fait 10 ans en fin d'année là? Ou ça fera 10 ans. C'était en quelle année? 2014? Ouais, tu sais plus. Ouais, c'est loin tout ça. Ouais, je crois que ça a fait 10 ans en décembre en vrai. Ah bah possible, hein, je ne sais pas. Attends, putain. Ouais, je crois que ça fait 10 ans déjà. Putain. Bref. Donc ouais, les panneaux solaires c'est bien, mais si t'as pas de batterie c'est relou. Et les batteries c'est plusieurs millions de yens à mettre. C'est un enfer, c'est super cher. Ouais. C'est vraiment le pire truc parce que là on était super motivés pour les faire, hein, pour avoir nos batteries et tout, pour être un peu autonome machin, mais ils nous ont dit les prix. Je dis ça nous a coûté la guest house. Là on arrête Gachan Box, mais avant ça aussi au tout début, après qu'on ait lancé Candy-san, peut-être un an après, on avait lancé un deuxième site qui s'appelait Totoro-chan. C'est peut-être le pire choix de nom de domaine du monde. Je sais pas si c'est très Effectivement, je me demande, c'était pas un peu con d'appeler ça Totoro-chan parce que en fait, quand t'es une petite boutique que personne connaît, tu mets ce que tu veux comme nom.
Mais au bout d'un moment, je crois que t'as Ghibli qui frappe à ta porte et qui dit attention, Totoro-chan, en plus vous utilisez bien la mascotte sur votre site. Donc ça, on a lancé ça en 2013, je crois. C'est vrai que c'était un petit peu naïf de mettre ça. Ouais, clairement. Tu sais, au début, quand tu commences et tout. En plus, t'as quasiment personne enfin, t'as très peu de gens qui faisaient ça. C'était pas mainstream de faire un site et tout. Tu connais pas trop les règles et tout. Donc ouais, maintenant je le ferai clairement plus comme ça. Ouais, il y avait des petits trucs, il y avait des boîtes à bento, des petites figurines là en bas à gauche. Ouais, il y avait des bonnes figurines, des bonnes peluches, et tu vois, genre les casques qui étaient clairement mis au Japon, les G-Shock déjà, tu vois, à l'époque, ça c'était des couleurs qui sortaient que au Japon, des trucs pour faire les onigiri, des petits bento, il y avait des trucs vraiment sympas. On vendait pas énorme, c'est un peu l'équivalent de Tokyo Loots aujourd'hui. Ouais, j'allais faire la comparaison. Mais... C'est ça. On a arrêté assez vite. Le but, c'était, on vendait des produits japonais en fait, mais pas de la nourriture. Donc des figurines, des peluches, des trucs comme ça, des gâchapons. Il se trouve que ça prenait trop de place. On faisait pas des ventes énormes, tu vois. On n'en parlait pas trop de ce Totoro-chan. Mais très rapidement, on a vu que question stock, c'était ingérable. Enfin, nous, on habite à Tokyo, donc c'est quand même une ville très chère. On peut pas louer ou construire des bâtiments comme ça. Enfin, c'est des budgets énormes, quoi. Totoro-chan, on l'a arrêté assez vite. Et puis, ce qui marchait le mieux, quelques figurines, les gâchapons, les bento, tout ça, on l'a mis sur Candy-san. On s'est dit plutôt que de faire plein de sites, on va en faire un avec juste les produits les plus populaires. On a quand même, 400-500 références sur Candy-san, donc c'est déjà pas mal. Mais au lieu de vendre tout et n'importe quoi, on va se concentrer sur les trucs qui marchent, quoi, parce qu'on n'a pas le choix. J'aimerais bien, moi, avoir 50 boutiques de trucs, parce que j'ai des idées de trucs que je pourrais vendre et qui marcheraient bien, tu vois. Mais ça coûte cher, de locaux, le personnel, tout ça. C'est avec ça que tout a commencé, l'aventure Candy-san, l'aventure ici Japon. Les Kit Kat japonais, j'ai découvert les Kit Kat au goût un peu bizarre, pas au Japon mais au Canada. Quand j'étais étudiant au Canada, c'était il y a très longtemps, ils avaient des Kit Kat bars au goût peanut butter, beurre de cacahuète. C'était mais tellement bon. Déjà à l'époque j'avais l'idée, je m'étais dit il faut faire connaître ça au monde entier, c'est trop bien. Et après plus tard, je suis arrivé au Japon et là j'ai découvert qu'en fait... Avec un ami japonais, on s'était même renseigné sur, tu sais, tu peux louer des box où tu mets des figurines à Akihabara. Ouais. Donc on s'était renseigné sur d'autres magasins où tu pouvais louer des box pour mettre ce que tu voulais, pour exporter des Kit Kat, pour vendre des Kit Kat dans ces box-là. Moi je les envoyais depuis le Canada et lui il les vendait au Japon, tu vois. Dans des box. Ouais. J'ai du mal à voir le concept, c'est genre un casier et tu mets des trucs. Non mais les box de figurines que que tu peux louer à Akihabara, tu vois. Okay. Louer ton box. Un espace, on est un espace, ouais. Et il y a des trucs où c'est un peu plus genre pas culture populaire, mais tu vends ce que tu veux. Il y en a beaucoup qui vendent de l'artisanat, des trucs qu'ils font eux-mêmes. Et on avait essayé de faire ça, enfin on avait l'idée de faire ça et tout. Le monde des Kit Kat, il était incroyable, il y avait des goûts incroyablement nationaux. J'ai découvert ça, c'était genre en 2003-2004, tu vois, personne connaissait, je suis vraiment arrivé au Japon, j'ai découvert ça, qu'on n'en parlait pas. Moi j'ai commencé à en parler un peu sur mon blog, sur mon forum. Au début je faisais gagner ça sous forme de concours aux gens, et je voyais que ça plaisait à tout le monde. Donc j'ai commencé à en vendre sur mon site à l'époque, et après, quelques temps plus tard, c'est devenu Candy-san. Mais du coup la genèse est vachement loin. Je vais vous montrer quelques goûts, mais... bon là c'est le cheesecake, tu vois, regarde, il y a des goûts comme ça, sparkling wine et fraise. Tu vois, qui réfléchit à ces goûts? Mais c'est trop marrant, et il y en a tout le temps. On a aussi les Kit Kat patates douces, on a marron, encore du cheesecake, mais avec de la fraise. Et tu vois, ça c'est les anciens emballages, et ça c'est les nouveaux emballages. Ils se mettent au papier maintenant. Ça c'est mes préférés. Chocolat noir, c'est ceux qu'on vend le moins, c'est les moins chers, personne n'en veut, mais c'est les meilleurs. Les classiques thé vert, évidemment. Thé vert, genre... Ah ouais, genre pour le rapport au thé vert, ça commence pareil. C'est marrant. Ouais, c'est cool, okay. C'est le bonne humeur. Il y a plein de parfums et ça change tout le temps. Et d'ailleurs, ça nous a posé un problème aussi incroyable niveau stockage, parce que le fait qu'ils changent leur parfum tout le temps. Un parfum, ça dure des fois c'est une journée. Tu commandes et après tu peux plus en avoir tellement... par exemple les éditions Halloween, tout ça, tu peux le commander souvent qu'une seule fois. En général, sinon c'est 2-3 mois. Et c'est chiant parce que les dates de péremption, elles durent généralement 1 an. Donc tu as envie de les vendre plus que 1 ou 2 mois ou 3 mois les Kit Kat. Donc on essayait d'en stocker beaucoup. Et là je parle des Kit Kat, mais c'est pareil pour les Pocky, les Oreo, enfin tout ce qui est un peu populaire. Et du coup il nous a fallu des espaces de stockage incroyablement immensionnants. Moi à la base je suis pas fan de Kit Kat, tu vois. Ça m'intéresse pas trop de manger un Kit Kat, je trouve ça bon mais pas exceptionnel. C'est une bonne idée ça. Mais quand c'est un goût que je connais pas, j'ai envie de... Ouais, tu vois, c'est comme le coca, je bois pas de coca. J'aime pas ça, ne buvez pas de coca d'ailleurs, c'est pas ouf.
Mais quand t'as un coca, genre coca citron, coca vanille, coca, bah t'as envie de goûter en fait. C'est un peu ce principe-là, tu vois. Tu connais, mais tu connais pas le goût, donc est-ce que c'est bon, Donc voilà, c'est ce qui fait la recette du succès des Kit Kat et de plein de friandises au Japon. Et d'ailleurs, je voulais le dire et j'ai oublié de le dire, Candy-san, ça a commencé d'une façon totalement absurde grâce à Énergie Belgique, la radio. Mais ça, c'est pour une autre anecdote, je le dirai plus tard parce que c'est un petit peu long, mais c'est un concours d'événements circonstanciels. Après, il y a aussi un autre... Exactement. Hein? Tu as raconté cette anecdote 1 an plus tard en vidéo. Non, genre 3 semaines après, genre c'est la 3e ou 4e vidéo, je crois. Non. Si, c'est une des premières vidéos, tu vois. Non, c'était après. Non, c'est la 4e vidéo, un truc comme ça. Ouais, c'est moi sur fond vert, etc. Mais non, tu l'as toute la tournée ici? Non, je l'ai tourné, je sais plus. Je l'ai tourné dans la salle confessionnale sur fond vert. Ok, t'as peut-être raison. J'ai totalement raison. Il y a des gens qui trouvent encore des Candy-san, des Kit Kat en France, et c'est vrai qu'on en voit encore. En fait, il n'y a pas tous les goûts, mais il y a quand même quelques goûts qui arrivent. Est-ce que vous avez acheté des paquets récemment? Je sais pas si toi t'as déjà acheté des paquets comme ça au Japon récemment. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé. Il n'y a plus rien dedans. Ah oui? Il n'y a plus rien dedans, c'est les mêmes prix que quand nous on les vendait. Mais déjà ça avait baissé avant la fin de Candy-san, ça avait baissé, il y en avait genre plus 12 dedans, mais 11 ou 10. Exactement. Et en plus, après ça, ils ont réduit la barre. C'est des Kit Kat mini qui sont devenus vraiment mini. Tu vois, ils étaient grands comme ça. Ils sont passés comme ça, dans une toute petite barre. Et maintenant, il y a des paquets, il n'y en a plus que 6 ou 7 dedans. Alors qu'avant, c'était 13. Ils sont passés à 11-10 pour le même prix, voire des fois plus cher. Donc, tu as des barres plus petites. Enfin, franchement, tu as la moitié moins dedans. C'est abusé, comment c'est léger, les emballages et tout. Et du coup, ça nous coûterait moins cher à expédier. C'est le même principe avec les pots en France, tu sais, avec le fond. Le fond qui est avec bien ça, de rien dedans. Ouais. Mais non, ça a tellement changé. Et ouais, c'était il y a 4 ans. Et comme quoi, c'est devenu tellement cher ces Kit Kat là. Le problème, c'est que se diversifier, c'est pas toujours bien non plus. Enfin, il faut le faire, parce qu'il faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est bien de se diversifier, c'est enrichissant et tout, mais le problème, c'est que tu peux le faire que quand tu es prêt à le faire. Par exemple, quand j'ai lancé icijapon.com, enfin quand j'ai lancé mon blog, etc., Ici Japon, ça marchait super bien. À l'époque, je sais pas, les années 2010, 2011, 2012, enfin il y a presque 10 ans, j'avais à peu près 5 ou 6 000 visiteurs par jour sur mon site. Et c'était énorme. Même maintenant, je pensais encore beaucoup. Du coup, je me suis dit, bah c'est fou, les gens, ils me suivent, ils adorent ça, on va essayer de proposer plus de trucs. En plus de Ici Japon, j'ai ouvert Ici Chine, Ici Thaïlande, avec le même principe. C'était des articles sur les pays, des cours de langue, des trucs comme ça, beaucoup de travail. Après, j'ai même lancé Ici Asie, Ici Monde. Je crois qu'on s'est arrêté à Ici Inde. J'ai fait le site, mais et en fait, ce qui se passait, c'est que plus je faisais de trucs à côté d'Ici Japon, moins ça marchait. Enfin, les sites marchaient un petit peu, jamais aussi bien qu'Ici Japon parce que il n'y avait pas autant de contenu, c'était pas aussi quali. Et puis surtout, Ici Japon, j'avais moins de temps pour m'en occuper, donc je perdais des visiteurs. En fait, en voulant faire plus, en se diversifiant, et en fait, j'avais moins de personnes qui s'intéressaient à ce que je faisais. Je perdais de l'influence, ce qui est dommage parce que j'avais un site en pleine croissance. Donc après, j'ai arrêté, je me suis reconcentré sur le Japon. Après, maintenant, c'est là que j'habite, etc. Mais à l'époque, je voyageais beaucoup et je me concentrais pas forcément. C'était pas mon but de parler que du Japon. Quand j'ai lancé le site, j'habitais, je sais même plus dans quel pays j'étais, mais j'étais pas au Japon à la base. Donc à chaque fois que je voyageais, je voulais parler de là où j'étais en fait. Mais c'est bien de se concentrer sur un truc. Et avec Candy-san, c'est ce qu'on a fait, même avec Candy-san Box à côté. C'est les friandises, la bouffe. Même si techniquement, on pourrait faire beaucoup d'autres choses. Mais en fait, vous allez voir, on fait quand même beaucoup de choses, on en fait même trop, je pense. C'est-à-dire qu'avant, je faisais tout ce qui me passait par la tête. Maintenant, on sélectionne, on choisit sur 10 projets, on choisit le meilleur et on essaye de le faire du mieux possible. Comme ça, au moins, on fait ce qui nous plaît le plus, financièrement, ce qui est le plus réalisable et puis on se fait plaisir. Mais on fait beaucoup de trucs. Je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'après, si tu me lances sur les échecs, les trucs qui n'ont pas fonctionné, je peux continuer encore longtemps. Ce qui a changé par rapport à cette époque-là, c'est que je délègue beaucoup plus qu'avant. Parce qu'avant, tu vois, si je pouvais pas faire trop de trucs, c'est que je le faisais tout seul. Enfin, tu vois, on était entouré, mais tout reposé sur mes épaules. Alors que maintenant, c'est vrai que t'as une période où un projet, c'est une équipe. Au début, tu commences comme ça. Et même pour YouTube, c'est hyper dur. Tu vois, les youtubeurs disent tout le temps, c'est dur de déléguer son montage ou des trucs comme ça. Tu as envie de tout maîtriser. C'est un peu pareil dans l'entrepreneuriat. C'est dur. Déjà, tu sais que peu importe qui tu mettras dessus, ce sera jamais fait exactement de la façon dont tu veux, ce sera jamais fait selon tes critères à toi. Ça peut être mieux fait, tu vois, mais tu te dis toujours, si je le fais moi, ça sera plus efficace, ça sera fait comme je veux, etc. Donc c'est dur de déléguer n'importe quel poste.
Et au début, genre sur Candysan, je faisais le service client, je faisais les expéditions, je faisais tout. Donc déjà, déléguer les expéditions, après déléguer le service client, ça a été super dur. Déléguer la mise en ligne des produits, les trucs comme ça, au fur et à mesure. Alors que maintenant, une fois que tu as passé, c'est aussi une barrière psychologique. Ouais. Et aussi trouver les gens compétents. Mais même psychologiquement, il y a un déclic quand même qu'il faut faire. Tu vois, maintenant, la chaîne Ici Japon Corp, elle est quasiment autogérée. T'as Timothée qui va faire le montage. Moi, je vais réfléchir un peu au concept, à ce qu'on va dire, mais c'est pas moi qui vais la gérer, c'est pas moi qui vais mettre la vidéo en ligne, etc. Les autres projets, projet du musée, l'e-sport, il y a des équipes. Et moi, je suis là, on en fait des réunions, etc. Mais je sais que même quand je suis pas là, ça avance. On fait des réunions sur toi aussi et tout ça. Donc, voilà, c'est ça. Oui. Donc en fait, c'est beaucoup de la déléguer, avoir des bonnes équipes, etc. Ça, c'est ce que j'avais pas. Et à l'époque, si on avait été des équipes et si on avait plus de gens sur Ici Japon, plus de gens sur ça, on aurait peut-être pu faire plus de trucs. Ce qu'on peut faire maintenant, tu vois. On sentait quand même que tu avais l'envie de déléguer à l'époque, mais tu avais un peu plus de mal qu'aujourd'hui. Ça commençait, tu vois. Tristan, il commençait à faire déjà pas mal de trucs. Massa, quand il a commencé la chaîne, il a quand même pris beaucoup d'initiatives. Je lui ai dit, vas-y, fais le truc un peu à ta sauce et tout. Donc c'était vraiment le début, en fait, Ici Japon Corp, où aussi je commençais à déléguer et à pu être sur tous les fronts non plus, parce que c'était pas possible. Ouais, pour un truc qui marche, il y a aussi un truc qui marche pas à côté que vous voyez pas forcément. Mais c'est bien. Là, je rebondis tout de suite là-dessus, je coupe rapidement, mais c'est vrai que, et ça c'est un truc sur YouTube que j'aime pas. Tu sais, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui te vantent le succès. Ouais. Et ils parlent pas de leurs échecs. Ils parlent pas de leurs échecs. Ouais. Peut-être ils en ont jamais eu, mais c'est étonnant. Alors qu'en fait, quand tu vois quelqu'un qui a une entreprise qui fonctionne, on va dire bien mieux que la normale, c'est pas forcément la norme, tu vois, c'est plus une exception. Et même ceux qui ont réussi, ils ont eu beaucoup d'échecs à côté, soit avant, soit pendant. Même un Elon Musk ou un truc comme ça, tu vois, il y a aussi des échecs, des trucs qu'on voit pas à côté. Donc c'est important de savoir qu'en fait, c'est hyper rare de lancer une entreprise, qu'elle marche rapidement, qu'elle marche bien. Il y en a beaucoup qui se cassent les dents, qui se relèvent, qui refont un projet. Ou alors au contraire, ils font un truc qui vont bien marcher et après ils essaient un autre truc après, comme nous on a fait Totoro-chan. Et ça marche pas forcément, ou Club Japon, etc. Donc ça veut rien dire en fait. C'est pas parce que tu as un truc qui marche ou un truc qui marche pas. C'est pas parce qu'il y a un truc qui marche pas qu'il faut abandonner. Oui, c'est ça. Mais faut pas avoir quelqu'un qui. Parce qu'il y a de la chance. Tu vois, Candysan, on l'a lancé au bon moment. J'ai eu l'idée quand tu vois, personne l'avait, c'était pas mainstream et tout, donc ça a bien marché. Et tous ceux qui ont essayé après, ça n'a pas marché. Non, puis t'avais ton blog derrière aussi pour en parler, tout ça. Oui, j'avais préparé avant, il y avait une préparation. Parce que tout le monde n'avait pas forcément en arrivé au Japon. Mais ça aurait pu ne pas marcher. Tu vois, là par exemple. Non, je dis peut-être qu'il y a des gens qui ont essayé de faire la même chose que toi à l'époque, mais qui n'ont pas réussi. Je sais pas. Il y en a plein, on en parlera peut-être un peu plus tard. Mais le nombre de personnes qui ont essayé de copier le truc, même d'anciens employés, où il y a des gens, il y a un mec, je sais pas si je raconte l'anecdote. Tu donnes pas de nom, c'est pas grave. On finit la vidéo et je raconte l'anecdote du mec qui on apprend des choses. Ouais. Et puis plutôt que de rien faire, je veux dire, même les gens qui veulent se lancer, plutôt que de rien faire, de ne pas oser, il vaut mieux se lancer et puis échouer. Au moins, on apprend des choses et ça nous donne toujours des idées pour d'autres projets, etc. Donc c'est bien, faut faire des trucs. Puis on s'enlève un peu de frustration. Voilà, faut bouger, on va tous mourir, donc de toute façon, profite. C'est n'importe quoi cette conclusion. L'aventure ici, j'étais pour moi. Donc c'était tout pour moi. Donc dans le futur, cette année 2021, je m'engage à faire des TikTok. J'espère que vous en avez appris plus sur mon parcours sur Ici Japon et ce que je fais à Ici Japon. Vous me retrouvez de temps en temps sur des posts Instagram. Alors en story, c'est moi qui réponds aussi, pareil sur Instagram. Sur Twitter, pareil, c'est moi qui fais les tweets. Donc vous me retrouvez sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver aussi de temps en temps en stream avec Benoît. Pour une première vidéo aussi dans les vidéos de Ici Japon. Et bien sûr maintenant dans Ici Japon. C'est bien monté, ça se regarde bien, c'est bien rythmé. J'espère que ça vous a plu. Je sais pas quoi dire pour la fin. Ne mettez pas tout ce que vous avez forcément dans ce blog parce que je pense que statistiquement, plus on part de zéro, plus on a de chances que ça marche pas. Faut faire attention, mais il faut le faire quand même. Et t'as vu, on se concentrait sur une personne. Abonnez-vous à cette nouvelle chaîne. Et après la prochaine c'est toi, etc. On est bon, je sais pas comment arrêter. Avec moi ça un peu. Okay, après, et la recommandation. La recommandation. Ouais, et puis la petite tête de Tristan. T'es chaud pour en regarder une autre après? Ok, on va regarder une deuxième, restez avec nous. Je vous raconte l'anecdote du mec. En plus, c'est. Attends, j'enlève ça. La première vidéo. J'ai jamais raconté, j'ai jamais osé. Mais
Il y a plein de gens qui sont arrivés dans l'entreprise. Putain, ça fait bizarre d'enlever le casque. Il y a plein de gens qui sont arrivés dans l'entreprise et qui, au bout d'un moment. Peut-être que je remette en plein écran. Ouais. Vas-y. Le temps qu'on. Voilà. Il y a plein de gens, c'est normal. Hein. Quand tu travailles dans une entreprise, souvent tu es inspiré et tu te sers de ce que tu apprends pour monter ta boîte. Tu vois, avant je travaillais en boulangerie, c'est hyper fréquent que les gens qui sont employés en boulangerie montent leur boulangerie. J'ai un pote qui a fait ça au Japon. Voilà, tout à fait classique. Et moi je suis pas choqué que des gens arrivent travailler pour Candysan et se disent bon bah ça marche bien, on va essayer de faire pareil. Donc ils apprennent un peu du métier, ils essaient de lancer leur boutique. Il y a dans 100 employés, il y en a au moins 3 ou 4 qui ont essayé de faire ça. Ça n'a pas marché, ou très peu. C'est même déjà arrivé qu'il y ait des employés à l'ancienne qui partent, qui essayent de monter leur boîte. Et j'avais un employé pakistanais, il avait essayé de monter exactement la même chose que Candysan. Et 6 mois après, il est revenu, enfin il a rappelé, il a dit bon finalement j'ai pas réussi, est-ce que je peux revenir bosser chez toi? Et donc ça c'est assez normal. C'est assez normal et moi j'empêche pas les gens de, s'ils veulent s'inspirer, un peu comme ce que vous faites sur YouTube, etc. Vous voyez comment ça marche, vous faites votre chaîne YouTube, oui, bien sûr. Vous essayez de faire vos trucs à côté. C'est très bien. Et moi j'encourage les gens à, alors pas copier ce qu'on fait parce que déjà je trouve ça con, tu vois, tu seras jamais à la haute, enfin tu seras toujours que la copie en fait du truc, donc il faut essayer de trouver ta sauce. Il faut faire les choses de sa manière quoi. Mais c'est bien d'essayer de faire des trucs par soi-même, que ce soit à côté du boulot, que ce soit pour préparer ton futur, parce que t'apprends des trucs même, enfin t'es épanoui, etc. Donc ça, il n'y a aucun problème. Par contre, il y a un mec, je sais pas si tu vois qui je parle. Il y a un mec que j'avais rencontré il y a quelques années, qui est venu pour un entretien d'embauche. Il est venu pour un entretien d'embauche et il m'a fait son pitch et tout. Il voulait que je l'embauche pour Candysan. Et il se trouve que le mec, il travaillait juste à côté de mon ancien boulot de boulangerie. Moi, j'étais boulanger et lui, il était boulanger ou pâtissier dans la même rue. C'est le quartier français, tu vois. Donc, on avait des trucs en commun. On était français, on avait commencé par là. Et il me dit, j'aimerais bien commencer mon aventure entrepreneuriale. Donc, j'aimerais bien travailler pour Candysan. Et en attendant que ça se fasse, tu vois, au début, je travaille tous les jours. Puis, en attendant que ça se crée, je travaille de moins en moins pour Candysan pour créer ma boîte. Et c'est ce que j'avais fait moi en boulangerie. Tu vois, au début, je travaillais 5 jours par semaine. Et après, quand Candysan a commencé à bien marcher, je travaillais 4 jours, 3 jours, 2 jours, une journée. Puis j'ai arrêté, tu vois. Et lui, c'était ce qu'il voulait faire à Candysan. Et moi, je lui ai dit, bah écoute, désolé, ça ne matche pas parce que moi, je cherche quelqu'un au contraire pour rester dans l'entreprise au moins plusieurs années parce qu'on va te former, tu as plein de trucs à apprendre, etc. Et moi, je ne peux pas chercher tous les 6 mois, chercher de nouvelles personnes. Donc finalement, je ne l'ai pas embauché, mais le mec était sympa. Et le projet qu'il voulait faire, c'était de vendre des produits français au Japon. Donc il m'avait dit, moi le projet que je veux faire, il m'avait expliqué son projet, je trouvais ça cool. Irréalisable, enfin difficilement réalisable en tout cas, mais cool. C'était vendre des produits français, du terroir ou de l'artisanat, je sais pas quoi, et de le vendre sur un site internet au Japon. Donc un peu le contraire de ce qu'on fait nous. Et en fait le gars, bon je l'ai pas embauché, mais on est resté un petit peu... Est-ce que tu peux monter encore un tout petit peu le son s'il te plaît apparemment Tout petit peu. Tout petit truc. Voilà. Donc la personne, on n'est pas resté, je l'ai pas embauché, mais on est resté en contact pendant quelques semaines, mois. Et il m'envoyait des messages. Il me disait, je suis en train de monter mon entreprise. Est-ce que tu peux me donner des conseils, etc. Il me demandait comment tu as fait pour créer ton entreprise, quel type d'étagère tu utilises, etc. Tu vois. Et moi, j'étais en mode, c'est bien un Français qui est motivé pour... Tu voyais pas du tout de problème à ça, quoi. Non, au contraire, tu vois, j'ai un Français qui monte sa boîte au Japon, c'est cool, je vais l'aider. Je l'ai pas donné 100% de, tu vois, des moments où il demandait des trucs de fournisseurs, de machin comme ça, tu vois, enfin pas de fournisseurs, mais genre où je prenais certains cartons ou certains contrats que j'avais, etc., où c'était vraiment des trucs... privé de la boîte, ça, voilà, confidentiel, où je pouvais pas partager, mais tu vois, je lui donnais des références de trucs, des conseils et tout. Et je me dis, bon, le mec, il est en train de monter sa boîte, etc. C'est cool, j'aide un compatriote français. Et puis, j'entends plus parler de lui, tu vois. Et quelques semaines, mois après, je vois popper un site qui ressemble étrangement à Candysan. Ok.
Et avec un nom un petit peu similaire, etc. Candy Kun. On va pas aller jusqu'à dire non, ça se trouve, il existe encore. Je sais pas. Mais ça ressemblait vraiment à ça en plus, dans le nom, dans la DA, tu vois. Et j'en entends parler parce qu'il y a quelqu'un qui fait un concours sur Facebook, gagner une boîte de friandises japonaises en collaboration avec ce site. Et je regarde sur le site. Bon, je regardais beaucoup ce qui se faisait, c'était pas la première fois qu'il y avait un site un peu copie de Candysan qui s'installait, il y en a eu plein, et en vrai il y en a eu des dizaines, voire même des centaines, plus tous ceux qui ont fait sur Amazon, etc., des fausses Candysan Box. Et je regarde, et puis déjà je vois que tous les produits de la page d'accueil, c'est des produits que nous on a, tu vois, ça ressemble à un petit peu, alors il est assez mal fait le site, c'est pas très pro, tu vois, mais je vois que tous les produits sont un peu similaires. Et la phrase d'accroche, tu vois, le slogan, c'est « En direct du Japon ». Je me dis, tiens, c'est le slogan d'ici Japon, en direct du Japon, tu vois. Et je commence à regarder un peu de plus près. Et je vois qu'en fait, c'est tous nos produits qui marchent le mieux, exactement les mêmes, avec juste quelques centimes de moins au niveau du prix. Je regarde des photos, il y a des photos, c'est nos photos. Et nos visuels qu'on a fait nous-mêmes, c'est même pas des trucs qu'on a pris sur internet, des photos officielles. C'est des visuels qu'on a fait nous, genre pack surprise, machin et tout, qui sont sur le site. Je regarde les conditions de vente. C'est un copier-coller, j'imagine. C'est un copier-coller. Ouais, forcément. C'est un copier-coller. Donc, il y a un mec sur internet, il a fait. Alors, le site était moche et ça a pas trop marché, je pense et tout, mais quoique, il faisait quand même quelques ventes. Mais c'était un site, en fait, il avait pompé Candysan. Les pages, les machins, les produits, et voilà. Et je sais pas qui était ce mec et tout. Et je regarde, je mène un petit peu l'enquête, et je regarde, il y avait un seul achat, un seul commentaire sur le site de quelqu'un qui avait acheté, ou c'était sur sa page, c'était sur la page Facebook ou je sais plus quoi, mais quelqu'un qui disait « Ah, j'ai commandé sur le site, trop génial, merci, c'est la meilleure boîte Japon que j'ai reçue, etc. » Et je vois le nom de la personne qui commente, et je me dis putain, mais ce nom me dit quelque chose. Et en fait, je regarde sur Facebook qui sont les amis, etc. Et en fait, cette personne, c'était la mère de la personne que j'avais eu en entretien d'embauche, je ne sais pas combien de mois avant en fait. Okay. Donc en fait, le mec, il était venu faire un entretien d'embauche pour travailler avec Candysan. Il a vu, il s'est dit putain, ça a l'air de bien marcher et tout. Alors je sais pas si dès le début, il a mytho en mode je vais monter ma boîte française, mais je pense qu'il avait vraiment ça en tête de monter ma boîte de produits français au Japon. Et qu'en fait, soit c'était trop dur à tout, il s'est dit bah finalement je vais faire comme Candysan. Et le mec, non seulement il a repompé le site, les machins et tout, et en plus il me demandait des conseils par message et tout, ou au téléphone, il me disait putain, tes références d'étagère, comment tu fais avec ton comptable pour ça, machin, et tout. Et moi, comme un con, tu lui as envoyé, ah bah oui. Comme un con, je lui donnais des infos quoi. Et c'est fou quoi, je lui ai jamais dit au mec, hein, putain je sais que c'est toi et tout. Oui. Mais le mec, le premier commentaire, c'est un faux commentaire de sa mère, tu vois. S'il écoute là, je pense qu'il va savoir que c'est lui. Mais... Et bon, c'était il y a longtemps, tu vois. Ouais, le gratteur olympique, c'est vraiment le mec sans gêne et tout. Mais ça s'est pas arrêté là. Ça s'est pas arrêté là parce que à chaque fois qu'on mettait un nouveau produit en ligne, après je regardais, tu vois, pour voir sa technique et tout. Oui. À chaque fois qu'on mettait un nouveau produit en ligne, il mettait le même produit le lendemain avec genre 5 centimes de moins. Tu vois, nous on mettait un truc 1,95€, il le mettait 1,90€, tu vois. Et dès qu'il mettait un produit que nous on n'avait pas, il le mettait genre 2 fois plus cher. Ouais, comme par hasard. Ouais. Donc c'était histoire de dire, tu vois, nous on est moins cher que Candysan sur tous les produits qu'ils ont. Et en fait, les trucs qu'il pouvait pas comparer, il le mettait plus cher. Et si moi je mettais un produit que lui il avait mis plus cher, mais au prix normal, il rebaissait son produit avec 5 centimes de moins, tu vois. Alors il regardait tout sur le site, quoi. Il regardait tous les jours ce qu'on mettait sur le site. Et moi, je regardais aussi un petit peu ce qu'il faisait, tu vois. Je sais pas comment il l'a vécu, lui il se disait, wow, on est concurrent, je sais pas comment il a vécu. Bon. Donc je regardais ça, mais ça allait même encore plus loin que ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment, tu vois, on parlait de Nouria, qu'on avait embauché pour faire le site. On avait fait le site en anglais, en espagnol et en allemand. Ouais. Ok. Et donc on a embauché, il y avait Sébastien pour l'allemand et Nouria pour l'espagnol. Et on faisait aussi, on avait une autre personne pour l'anglais. Donc ça a pris plusieurs semaines, mois,
pour traduire le site parce que t'as pas de version de site bien faite, donc les descriptions des produits, les boutons, les machins. Donc un jour on a dit les gars, Candysan devient international, on a traduit le site en plusieurs langues et on a activé toutes les langues, espagnol, allemand, etc. Et on avait les personnes qui faisaient le service client. Seb faisait le service client en allemand, Nouria en espagnol et en anglais. On fait ça, le lendemain, le gars il active son site, et il met un message, on met le site en espagnol et je crois qu'il a pas mis en allemand, mais on met le site en anglais et en espagnol. Donc il a activé la langue espagnole sur le site. Sauf qu'en fait, lui il avait ses descriptions qui étaient juste en français. Donc ça s'affichait en français. Ça fait de la Google Strat quoi. Non, même pas, ça restait description en français et c'était sur Shopify ou PrestaShop, donc c'était super mal fait. Les boutons de base de navigation étaient en anglais, avec un peu d'espagnol dans les menus. Et tous les trucs qu'il avait traduits à la main, c'était resté en français. Donc il avait 3 langues sur son site, etc. Et il pensait qu'il suffisait juste d'activer la langue pour que tout soit fait en espagnol. Alors que nous, on avait préparé, on avait mis 6 mois à préparer le truc. Il y avait quelqu'un qui parle espagnol. Donc ouais, on regardait ça et il y avait que des trucs comme ça. Quand on a ouvert Candysan Box, il a ouvert sa box. Il a ouvert dans la semaine, il a ouvert sa box. Ouais. Sauf que lui, il a pas fait un site machin avec les abonnements. Tu sais, on se disait que c'était. Parce que c'était pas le même site, Candysan et Candysan. Non. Lui, il l'a mis sur son site à lui. Il a dit box abonnement mensuel, mais il avait pas de système d'abonnement mensuel et de machin comme ça, tu vois. Donc c'était un truc un peu tout cassé, etc. Donc il essayait de copier dans les 24 heures tout ce qu'on faisait. Et tu sais, on était vachement innovants, on faisait plein de trucs. On a mis en place une assurance. Je crois qu'on a été les seuls à faire ça. Je sais pas s'il y a des gens qui ont reproduit ça, mais comme il y avait des problèmes avec la poste, on a dit aux gens, vous payez 1 € de plus sur votre commande, et quel que soit le problème que vous avez avec la poste, parce que des fois ils mettent pas un avis de passage, un truc comme ça, on vous renvoie une box. Ouais. Tu vois. Et par contre, si vous prenez pas l'assurance, si vous la prenez pas quoi. Pareil, semaine d'après, il fait vas-y, on met l'assurance, vous payez 1 € de plus, etc. À chaque fois qu'on avait une innovation, il le mettait. Et bon, j'ai pas regardé très longtemps, j'ai regardé 6 mois, 1 an, de temps en temps ce qu'il faisait pour voir si ça faisait des ventes. Et il faisait quand même quelques ventes de temps en temps parce que tu vois, il faisait des concours sur. Je me pose des questions maintenant, est-ce qu'il était tout seul à faire ça ou est-ce qu'il avait... Avec sa femme. Ouais. C'est dans le genre. Avec sa femme. Et donc voilà, donc je sais qui c'est et tout, je le regardais faire. Et voilà, après. Ça fait partie du jeu, on a été tellement copiés. Le truc qui est chiant, c'est que nous, ils nous prenaient peut-être 1 ou 2% de nos clients. Mais vu qu'il y a plein de mecs qui faisaient ça, ils nous prenaient tous 1 ou 2% de nos clients. Ça faisait beaucoup de pourcents. Ouais. Mais je pense que les gens, ils commandaient une fois, ils comparaient, après, ils recommandaient plus. Enfin, le service était pas drastiquement différent à la base, parce que c'était les mêmes friandises. Mais tu vois que c'est quelqu'un qui faisait ça de façon artisanale chez lui et il avait jamais autant de Est-ce qu'il avait reproduit Yasumi aussi toujours? Oui, il avait fait sa mascotte. Sa mascotte et tout. Sa femme avait fait sa mascotte, mais c'était un peu claqué et tout. Okay. Donc je vous laisserai. Peut-être que ce clone existe encore. Attends, je vais regarder s'il existe encore. Je viens de me rappeler du nom. Parce que on va pas dire son nom. T'as donné un indice tout à l'heure. Non, j'ai pas donné un indice. Quelque chose Kun. Ouais, je sais même plus le nom du site, mais. La page Facebook existe encore. La page Instagram existe encore. Je pense pas que le site existe encore. De toute façon, tu peux plus trop expédier depuis le Japon, donc je pense qu'il a coulé à peu près. Peut-être même avant Candysan, hein, ça fait longtemps que je regardais plus trop. Ah merde, je viens de me connecter à Facebook. Non, l'erreur, ne te connecte pas à Facebook, je peux plus me. Ok. Non, ça a fermé. Ça a fermé il y a 2 ans. Ouais. Donc ça a fermé aussi, mais je pense pas que ça a jamais trop marché. Mais ça, c'était que une. J'en ai d'autres. Je vous en donne une autre ou pas? L'anecdote un peu du même style. Vas-y. J'en ai une autre, mais c'est juste dans le service client à l'époque, je me rappelle. Vas-y. Il y a un gars qui envoie un message, c'était Massa qui faisait le service client à l'époque, à ce moment-là. Oui, il faisait le service client au début, Massa. Et si le programme n'existait pas, il y a un gars qui avait envoyé un mail au service client pour demander. Il avait demandé comme ça, ouais, bonjour, j'adore ce que vous faites, je voudrais savoir, vous pouvez nous donner vos fournisseurs, vos références, vos machins. Les mecs qui te demandent tes fournisseurs, tes machins et tout, c'est... Ok, non mais oui, mais non. c'est fou, ouais, parce qu'en vrai, c'est dur de trouver des fournisseurs à des machins, des trucs, hein, quand t'arrives. Puis créer des liens de confiance, et voilà. Ah ouais, les gens pensent que c'est facile, mais nous, nos fournisseurs aussi, ça marchait bien, parce qu'on avait les meilleurs prix, on avait les meilleures dates, les dates de péremption les plus éloignées et tout, parce que on était les meilleurs clients, tu vois, de nos fournisseurs, on s'entendait bien, et on n'a pas changé de fournisseur depuis le jour 1.
Alors on a eu plusieurs fournisseurs, mais notre truc principal, ça a toujours été le même. On était fidèles, on lui rapportait beaucoup de chiffre d'affaires. Et du coup, bah, c'est comme ça que nous, on avait des bons prix, on avait des trucs un peu en avance des fois et tout. Donc ça se travaille, des relations professionnelles, tu vois, c'est pas aussi... Mais les gens pensent que c'est facile, etc. Vas-y, j'en ai une autre rapide. Vas-y. On avait un ancien employé qui était australien. Vous l'avez peut-être vu une ou deux fois, il est arrivé une ou deux fois dans des vidéos Candysan qu'on faisait justement sur Club Japon. Ouais. Le mec, je l'avais embauché parce que il était un peu marrant, il arrivait en skateboard et tout, il était un peu cool. Massa quoi. Massa, mais il arrivait le matin au boulot, il puait la vinasse, il était tout le temps, il se mettait des murges tous les soirs. Gros alcoolique, etc. Jeune, important, tu vois. Pas d'âge, il arrivait toujours en retard, etc. Enfin bref, j'ai pas pu le garder parce que c'était une calamité au travail. Tu vois. Donc sympa, mais voilà. Ouais, sympa, mais c'est tout. Et du coup, le mec, j'ai dû le virer au bout de quelques mois. Et il est parti. Et moi, je le suivais un peu sur, je crois que c'était Facebook à l'époque, parce que justement, il essayait de monter sa boîte de skateboard. Et je regardais un petit peu ce qu'il faisait parce que je trouvais ça intéressant. Je connais pas le milieu du skateboard et tout. Et mais il a jamais réussi, tu vois. Sur Facebook, il avait 10-15 abonnés. Et donc j'étais abonné à sa page Facebook. Et à peine il était parti, genre le lendemain ou le surlendemain, je sais plus si c'est moi qui l'ai vu sur Facebook ou quelqu'un du staff, genre Aichan et tout, qui m'a dit « Oh, regarde ce site que j'ai vu ». Et en fait, le mec, c'est encore pire que l'autre. Pendant qu'il travaillait à Candysan, les mois qu'il a fait à Candysan, il a ouvert son propre site en anglais, copie de Candysan, pour vendre ses produits. Et du coup, il s'est fait virer et il arrive en retard et tout. Mais pendant ce temps-là, il faisait son propre site, copie de Candysan, pendant qu'il travaillait avec nous. Sans nous le dire et tout, tu vois. Genre, mais c'est pareil, il avait repris des photos, des trucs comme ça, ou il avait des photos originales je crois qu'il avait repris des trucs aussi. Ouais. Mais ça marchait tellement pas, le mec il a eu 0 strat et tout, enfin ça a pas duré, machin. Mais le mec c'est fou, t'es dans une entreprise, tu travailles, et oui il avait repris des photos et tout, ouais, je me rappelle. Et tu reprends les concepts et tout. Bah, tant qu'à faire, autant prendre directement le code source du site, et puis voilà, tu vois. Bah on n'en est pas loin sur certains trucs. Il y avait des copies de Candysan qui étaient vraiment abouties, enfin tu vois. Et encore, ça c'est juste une partie. La plupart des trucs Candysan, c'était sur Amazon. Oui. Tu tapais Candysan sur Amazon, t'avais plein de gens qui vendaient des box. Et c'était pas des vrais box Candysan, c'était des... Par exemple, nous, quand on vendait un paquet de Kit Kat, c'était un paquet de 12, tu vois. Bah eux, ils vendaient un Kit Kat, en fait, tu vois. Nous, on vendait un paquet, eux, ils vendaient un bonbon. L'arnaque, quoi. Et ils vendaient quasiment au même prix, tu vois. Mais je regardais les gens sur Amazon, ils avaient un taux de satisfaction de fou, les gens étaient super contents avec ce qu'ils recevaient. Alors que c'était que des wagashi, tu vois, des trucs super cheap. Oui. On achetait 7 centimes. Nous, une box, ça nous coûtait peut-être 15 € en produit, en prix de gros. Il y avait plein de trucs, il y avait des melons de panne, il y avait des machins, il y avait des trucs qui sont pas donnés, quoi. Ah ouais, c'est clair. Ouais. Et il y avait une grosse diff de qualité, tu vois. Nous, on mettait un truc comme ça, même en gros, ça coûte 1,50 €, un truc comme ça. Eux, ils mettaient que des trucs à 10 centimes. Et même, je l'avais déjà raconté anecdote, mais Amazon nous avait contacté pour qu'on ouvre une boutique Amazon parce qu'on était dans le top 10 des recherches nourriture en France, Candysan. C'est marrant que les gens aient cherché ça sur Amazon, quoi. Ouais, non, je pense que c'est le réflexe. Hein. C'est rigolo. Ouais. Vas-y, on s'en regarde une petite deuxième. Allez. Si t'as le temps.